commence d'ores et déjà. Bien. Bonjour à toutes et tous, donc. Madame et messieurs les secrétaires confédéraux, secrétaires nationaux, secrétaires généraux, mes chers collègues parlementaires, donc la Commission des affaires économiques a reçu au cours des dernières semaines, des derniers mois, un certain nombre de dirigeants d'entreprises qu'on a souhaité entendre, notamment suite aux difficultés économiques, au plan de licenciement aussi qui sont en cours. Et on a évidemment souhaité aussi entendre le point de vue des représentants de salariés, parce qu'il nous semble très important aussi que les représentants de salariés eux-mêmes donnent leur point de vue sur cette situation économique, sur la situation des entreprises, puisqu'évidemment, nous considérons aussi que l'activité productive et le fait d'abord des salariés et que les représentants de salariés ont évidemment un point de vue essentiel à donner sur cette activité productive. Nous recevons donc aujourd'hui, et nous les en remercions, les représentants des 5 grandes organisations syndicales représentatives afin d'échanger donc sur cette activité économique, la production, l'emploi en France. Et je précise aussi que nous recevrons dans les 2 semaines les représentants des organisations patronales pour aborder ces mêmes questions. Donc nous accueillons donc tout d'abord pour la Confédération française démocratique du travail, Monsieur Olivier Guivarch, secrétaire national chargé des questions d'emploi, qui est accompagné de Madame Patricia Ferrand, responsable du service emploi sécurisation des parcours professionnels. Pour la Confédération générale du travail, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Sébastien Ménès-Plié, secrétaire confédéral de la CGT, accompagné de Monsieur Baptiste Talbot, secrétaire général de la Fédération CGT Services Publics. Nous accueillons également pour Force ouvrière Madame Patricia Drevon, secrétaire confédérale en charge de l'organisation des affaires juridiques et des Outre-mer, accompagnée de Madame Sylva Vettel, secrétaire général de la Fédération Pharmacie, Cuir, Habillement, et M. Eric Keller, secrétaire fédéral de la Fédération des métaux. Nous accueillons également pour la CFE-CGT, Confédération française, CFE-CGC bien sûr, Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres, M. Jean-François Foucard, secrétaire national en charge des parcours professionnels. Et enfin, pour la Confédération française des travailleurs chrétiens, nous souhaitons... La bienvenue à Monsieur Frédéric Belouze, secrétaire général de la Fédération Protection Sociale Emploi, chef de file de cette organisation sur les questions d'emploi et de chômage. Je ne serai pas longue car je crois qu'il est important surtout d'entendre les différentes oratrices et orateurs de nos groupes parlementaires. Nous aurons aussi, je vais expliquer le déroulement des interventions, des questions de chacun de mes collègues parlementaires. En tout cas, nous avons souhaité que cette audition nous permette un échange, comme je l'ai dit, sur la production, l'emploi en France, l'activité économique et les suites, à un moment où notre pays connaît une situation économique particulièrement difficile dans de nombreux secteurs productifs. Je pense par exemple à l'industrie, mais aussi par exemple aux services de distribution, avec une augmentation notable du taux de chômage actuellement et à venir, des plans sociaux aussi importants, un triste record, vous le savez, l'année dernière, par exemple aussi de défaillances d'entreprises et notamment de PME et TPE, des fermetures de gros sites de production. Je pense par exemple aux annonces récentes des groupes Michelin, Stellantis, Valeo pour la filière automobile. D'ailleurs, nous les avons tous entendus ces derniers mois. Mais aussi ArcelorMittal, que nous allons entendre d'ailleurs la semaine prochaine, Vancorex, où j'ai pu me rendre d'ailleurs la semaine dernière et avec ma collègue notamment Marie-Noëlle Battistel. Citons également... Auchan, d'ailleurs nous auditionnerons aussi leurs dirigeants la semaine prochaine, General Electric, Airbus, l'entreprise Velchem dans l'Oise, etc. Donc voilà, et je sais qu'évidemment beaucoup de mes collègues parlementaires dans leur circonscription voient évidemment leurs salariés très touchés par l'ensemble de ces plans de licenciement. Je dois dire aussi pour ma part que je suis particulièrement inquiète et des discussions que j'ai pu avoir bilatérales aussi avec un certain nombre de hauts dirigeants des institutions économiques, particulièrement inquiète notamment pour le secteur industriel, avec une part de l'emploi industriel qui n'a jamais été aussi faible, dans l'emploi total. Voilà. Et donc il y a bien, de mon point de vue, une désindustrialisation à l'œuvre avec potentiellement des effets irréversibles, parce que c'est des effets en chaîne qui sont créés en fait dès lors qu'il y a tout un pan, je pense par exemple à la fonderie qui
qui peut s'effondrer, justement, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Et donc, évidemment, je pense également à d'autres indicateurs qui peuvent être extrêmement préoccupants. La productivité du travail qui est en berne. Évidemment, je pense que nous avons tous à cœur le développement de la production, mais aussi la question de la répartition des bénéfices des grandes entreprises en particulier, ce qui se partage en réalité, entre d'une part ce qui est versé aux salariés, pas reversé, versé aux salariés, la richesse qui est versée pour l'investissement productif et la richesse qui est versée tout simplement aux dividendes des actionnaires. Et c'est aussi cette question-là qui est sur la table aujourd'hui. Je crois, en tout cas, j'espère que nous défendons tous un emploi digne pour tous, des investissements productifs pour l'avenir et une certaine forme de souveraineté productive dans un certain nombre de secteurs clés. Je m'arrêterai là parce que je laisserai mes collègues évidemment poser un certain nombre de questions. Simplement pour préciser comment nous allons procéder dans cette audition. Je vous céderai chacun la parole pour un propos introductif de 5 minutes. Voilà, je dois préciser, je vous prie de nous en excuser à l'avance, mais nous avons la salle uniquement jusqu'à 18h45, donc nous devons vraiment finir à 18h45. Donc propos introductif de 5 minutes par organisation. Ensuite, nous entendrons chaque orateur de groupe parlementaire ici présent pour 3 minutes maximum, et ensuite on vous laisse répondre si vous le souhaitez une minute chacun. Et puis ensuite, nous aurons des questions individuelles de chaque député avec des réponses. Nous prendrons 5 questions par 5 questions pour vous laisser répondre ensuite à des séries de 5 questions. Voilà, donc je m'arrête tout de suite et je vous passe tout de suite la parole. Donc je vais commencer par la CFDT avec Monsieur Olivier Guivarch. C'est cela même? Merci, voilà. Madame la Merci Présidente. à vous. Mesdames, Messieurs les députés, chers camarades, Mesdames, Messieurs, donc un propos liminaire qui sera en 3 parties, le contexte, des origines multiples et puis nos revendications principales. D'abord un contexte qui effectivement est plutôt menaçant sur l'emploi et une forme de bascule, mais il est difficile de dire si c'est un retour à la normale ou si c'est une crise durable. Nous ne voulons pas faire de bataille de chiffres. On sait par exemple que le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dit que plus de 65 000 entreprises pourraient faire l'objet d'une procédure collective à la suite d'un dépôt de bilan en 2024, menaçant au total plus de 160 000 emplois, qui est le point le plus haut atteint depuis 2015. Mais il y a des réalités de terrain et il est difficile d'avoir des indicateurs pour connaître exactement la réalité, peut-être parce qu'il y a aussi des problèmes de statistiques publiques, de décalage aussi dans le temps, entre des difficultés et puis des effets sur l'emploi. Nous notons aussi qu'il y a de nombreuses restructurations qui se font à bas bruit, mais qui n'en sont pas moins douloureuses. Il n'y a pas que les PSE des grandes entreprises qui font la une des journaux et qui apparaissent dans l'actualité. Il y a aussi toutes ces ruptures conventionnelles individuelles ou collectives, des plans de départ volontaires, des non-reconductions de CDD et de contrats intérimaires et des départs individuels dans des plus petites entreprises. Et ces personnes ne bénéficient pas, pour celles qui sont dans les plus petites entreprises, des mêmes mesures d'accompagnement qui sont négociées dans les PSE des grands groupes. Nous notons aussi une forme d'hétérogénéité des secteurs professionnels touchés, l'automobile, le commerce. On en parle beaucoup, mais aussi la construction, l'immobilier, la chimie, les services aux entreprises et à la personne. Donc on voit bien qu'il y a une vraie diversité. Et j'ajoute le secteur associatif et la fonction publique d'État qui subissent des coupes budgétaires des collectivités territoriales avec un non-renouvellement des contractuels et des annonces de suppression de postes. Ce qui fait qu'il y a une forme de restructuration qui ne dit pas son nom au sein des collectivités, des fonctions publiques et du monde associatif. Ces restructurations, elles ont un impact sur les territoires de manière très différenciée, là encore, avec un risque majeur de renforcer encore les inégalités de territoire et la désertification déjà à l'œuvre dans certains bassins d'emploi. Alors, il y a des origines multiples, et c'est notre deuxième point.
Pour ces origines multiples, où je vais faire très court, il y a 3 effets selon nous. Un effet de rattrapage post-Covid-19, avec la question du remboursement des prêts garantis par l'État, la fin du bouclier énergétique et d'autres mesures qui prennent fin et qui peuvent entraîner des défaillances d'entreprises. Il y a un effet conjoncturel sur lequel le contexte politique pèse, une forme de ralentissement économique, une faiblesse du pouvoir d'achat pour de nombreux ménages et une baisse de la consommation. Et enfin, des transformations structurelles, un effet beaucoup plus à long terme, avec une stratégie industrielle des entreprises, un changement dans les modes de consommation et de distribution, des stratégies commerciales à un niveau géopolitique, et puis des transformations profondes sur le plan technologique, avec le numérique, et sur le plan de la transition écologique. Et donc, ces origines multiples, parfois, se cumulent, et c'est pour ça que nous sommes très penchés sur les questions d'emploi actuellement, parce que nous ne savons pas exactement dans quel sens nous allons aller. Nous ne sommes pas aveugles sur les problèmes budgétaires de notre pays, qui a fait le choix de saupoudrer aveuglément aides et boucliers tarifaires lorsque les taux d'intérêt étaient négatifs, plutôt que d'investir dans des réformes structurelles permettant la croissance de demain. Et donc, la France doit retrouver la maîtrise de ses finances publiques. Ça fera partie des solutions aux problèmes. Mais le rythme, l'ampleur et la répartition équitable des efforts demandés pour réduire le déficit seront déterminants afin d'éviter que le rattrapage économique ne se transforme en crise majeure. Ils ne doivent en effet pas obérer les transformations structurelles qui s'imposent en France et en Europe. Plus que jamais, les politiques publiques doivent viser des innovations, des biens et des services répondant aux besoins essentiels de la population, construisant l'autonomie stratégique et garantissant le cap de la transition écologique. Nous faisons plusieurs propositions sur l'emploi qui sont à la fois des propositions de court et de moyen terme. La première des propositions, c'est que nous souhaitons que les entreprises mobilisent tous les outils existants qui permettent d'éviter les licenciements. Deuxièmement, nous demandons à ce que le dispositif APLD soit renouvelé. Merci. Et ça, ce sont 2 revendications qui sont essentielles dans un court terme. Merci à vous. Je passe maintenant la parole à Monsieur Sébastien Ménesplier pour la CGT. Merci. Oui, bonjour, mesdames et messieurs les députés, madame la présidente. La CGT alerte depuis plusieurs mois sur la situation économique, notamment dans l'industrie et ses conséquences pour l'emploi. Nous recensons aujourd'hui 304 plans de suppression d'emplois depuis septembre 2023. Sont concernés 74 513 emplois, concernés, menacés ou supprimés, dont 31 606 pour la seule industrie. Notre liste comprend 225 implantations industrielles, réalité confirmée par le cabinet Trendéo, qui observe en 2024 un solde négatif entre création et mise à l'arrêt de sites industriels. Pour rappel, les annonces faites lors de Choose France 2024 portaient sur 15 milliards d'euros d'investissement, permettant de créer ou maintenir plus de 10 000 emplois et concernant 56 projets. Avec comme méthode de calcul celle de la BPI basée sur 4,5 emplois indirects et induits, pour un emploi industriel, l'impact global de cette vague de suppression peut être évalué à plus de 200 000 suppressions d'emplois. Ce recensement aboutit à une estimation minimale car il ne prétend pas à l'exhaustivité et n'évalue pas les emplois induits pour les secteurs hors industrie. Il ne me permet pas de mesurer les conséquences des effets combinés des politiques d'austérité et des suppressions d'emplois dans le privé. Un exemple, la Fédération française du bâtiment évalue à 30 000 les emplois détruits en 2024 et à 100 000 le volume d'emplois menacés en 2025, du fait notamment des coupes sur les politiques publiques du logement. Plusieurs dizaines de milliers d'emplois supplémentaires menacés donc doivent être ajoutés à notre recensement. Cela recoupe d'autres évaluations, dont celle du cabinet Altar, portant donc sur 300 000 emplois menacés par la vague de défaillances d'entreprises. Notons une nette tendance à l'accélération avec plus de 130 plans concentrés sur la période juillet-décembre 2024, dont 115 sur septembre et décembre 2024.
Sur le temps long, donc l'emploi salarié dans l'industrie manufacturière a très légèrement augmenté de 6% entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2024, environ 147 900 emplois en 7 ans. Mais avec 3,2 millions d'emplois dans le secteur industriel, nous restons très loin des 5,5 millions dans les années 70. Nous contestons le triomphalisme gouvernemental quant à l'efficacité de la politique dite de l'offre, notamment en matière de réindustrialisation et développement du territoire. Au-delà des conséquences sociales, la désindustrialisation entraîne des conséquences territoriales avec la désertification impactant tout le tissu économique et les services publics. Cela explique la forte réactivité des acteurs publics et économiques locaux avec des mobilisations larges autour de situations comme celle des fonderies de Bretagne. La délocalisation de nos productions vers des pays où les normes environnementales sont faibles, voire inexistantes, amplifie l'impact écologique de ces choix. Avec un paradoxe, les productions délocalisées reviennent manufacturées dans notre pays, alourdissant encore plus le bilan carbone de la délocalisation. Notre souveraineté est menacée. En externalisant ces pans entiers de sa capacité productive, la France perd des emplois, mais aussi le contrôle de secteurs clés de son économie. Et ce, jusqu'à l'extrême avec l'exemple de la chaîne de production Vancorex, dont l'arrêt est programmé, alors qu'elle est une source unique sur le territoire de production de sel, entrant dans la composition du carburant de nos missiles nucléaires, produit qui pourrait à l'avenir nous être fourni par une entreprise polonaise exploitant un site allemand. La situation de l'emploi et des industries contribue à l'augmentation de la pauvreté, y compris parmi les travailleuses et travailleurs. Cette situation appelle à une réorientation profonde des politiques menées, la politique de l'offre fondée sur la rémunération du capital, la pression sur les salaires, l'abaissement des garanties collectives et un subventionnement massif des entreprises est un échec du point de vue du développement économique et social et donc de l'intérêt général. Des aides publiques et subventions sont massivement versées sans contrepartie à des entreprises et multinationales qui licencient et délocalisent. Bon, je prendrai l'exemple de Michelin, 1250 emplois supprimés, 42 millions d'euros au titre du crédit impôt recherche en 2023, plus de 65 millions d'euros du CICE depuis 2013, 12 millions d'euros pour le chômage partiel en 2020. La CGT a des propositions et elle revendique donc une table ronde en urgence convoquée par le Premier ministre. Nous portons un plan d'urgence pour l'emploi et l'industrie qui se concrétise par un moratoire urgent sur les licenciements et un renforcement des dispositifs garantissant la recherche effective d'un repreneur en baissant le seuil d'application de la loi Florange, un plan national de maintien et de relocalisation des outils et emplois industriels. L'État doit se positionner en garant de l'avenir de notre patrimoine industriel et utiliser les leviers à chaque disposition et à chaque fois qu'un outil industriel est menacé. Je vais conclure parce que du coup j'ai dépassé le temps, mais on propose aussi concernant l'énergie de proposer un juste prix en tenant compte des coûts de production et des besoins pour le service public. Donc ça c'est valable pour les TPE, PME, PMI Merci. Et les électro-intensifs. Et puis on demande la tenue urgente d'assises de l'industrie sous l'égide du gouvernement. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole pour Force ouvrière à Madame Patricia Drevant. Merci. Donc, bonjour à tous, monsieur, madame les députés, madame la présidente. Alors, les difficultés économiques, on est tous conscients qu'en ce moment il y en a. Après, d'où ils viennent, les facteurs, ils sont nombreux. On a le prix de l'énergie, qui est aujourd'hui un facteur important des difficultés de l'entreprise, notamment le prix du gaz. L'un des incidents, c'est les coûts de production. Dans les cimenteries et les sidérurgies, on a une vraie problématique sur justement le prix de l'énergie. On a des difficultés qu'on a pointées qui sont connues sur la filière automobile. On a une vraie concurrence du coup chinoise due à un manque de protection de l'Europe. Donc le rôle protectionniste de l'Europe aujourd'hui face sur l'automobile, on a du mal à le retrouver. On voit que l'industrie chinoise nous inonde le marché avec des véhicules à bas coût et pas forcément de mauvaise qualité, en plus, très bien équipés. Alors après, dans le temps, ceux qui se lanceront dans l'achat nous le diront. On fabrique de moins en moins de voitures sur le territoire français. La demande est plus faible. En 2000, une voiture sur 2 était fabriquée et achetée en France. Aujourd'hui, on est à 1 sur 5.
Les voitures françaises électriques ne trouvent pas preneur. L'équipementier autoroutier sont impactés. On a l'exemple de Valeo en Isère et aussi en Picardie. D'autres équipements automobiles sont aussi impactés. C'est une vraie problématique aujourd'hui chez la filière automobile. Sur la sidérurgie, les investissements qui étaient prévus sur les hauts fourneaux, ils ont été annulés. On nous dit que c'est pour des problématiques d'instabilité politique. Après, aujourd'hui, toutes les excuses sont bonnes pour faire tomber ça sur l'instabilité politique qu'on connaît en ce moment. Il y a moins d'investissements. Les PGE, il y a beaucoup de difficultés à les rembourser, notamment pour les TPE. Alors après, on a effectivement le report du Covid. On a mis sous perfusion, on va dire, au moment du Covid, beaucoup d'entreprises qui peut-être n'existeraient déjà plus si elles n'avaient pas eu ce moment d'accompagnement de l'État. Donc, on a des vraies problématiques de répondre aux besoins de l'industrie. Quand on voit qu'il y a des entreprises comme Nidec qui ont besoin de taux alimentés et qu'il n'y a pas de réponse sur le marché français, qu'elles sont obligées de les faire venir en Chine et que ça représente 30% de leur coût de fabrication, après, il y a une vraie inquiétude si ces entreprises ne vont pas aller, à un moment, produire les 70% restants en dehors du territoire français. Encore une fois, on trouve que l'Europe, de nos protections économiques internes, elle n'est pas garante de notre modèle social. On a une vraie problématique quand même sur le rôle de l'Europe. Qu'est-ce qu'elle fait pour protéger notre modèle économique? Alors, on a construit une Europe économique avant de construire une Europe sociale, ça c'est certain. Mais à un moment, il va falloir quand même qu'on se penche là-dessus et qu'on regarde comment on fait pour sauvegarder notre modèle social. Pour la réindustrialisation, alors on en parle beaucoup. On n'a pas vu beaucoup de résultats. Je pense qu'on est plus en régression. Sur les sujets stratégiques, notamment pharmaceutiques, les molécules et principaux actifs ne sont pas produits en France. On le sait, ça a été à un moment la grande problématique au moment du Covid. Qu'est-ce qu'on a fait pour remédier à ça aujourd'hui? Vous nous le direz si vous le savez, mais nous, on n'a pas forcément découvert. En Espagne, l'exemple du Doliprane. Le Doliprane, il est vendu 3 fois plus cher en Espagne qu'en France, parce qu'aujourd'hui, le Doliprane, quand c'est la sécurité sociale qui le rembourse, il y a un prix. Et aujourd'hui, du coup, le Doliprane, ils préfèrent le vendre en Espagne plutôt qu'en France. Donc notre modèle social, du coup, il nous sert pas toujours, mais on le défend. En France, on produit un médicament sur 10. En Allemagne, 1 sur 4. On a l'exemple de Boiron, il y a un PSE en préparation, parce qu'on arrête de rembourser l'homéopathie. Du coup, moins de marché pour l'homéopathie et un PSE. Donc on a besoin d'une vraie politique du médicament, pas seulement sur le territoire français, mais sur l'ensemble de l'Europe. Concernant les traitements expérimentaux, maladies orphelines, etc., la France est intéressante parce qu'ils bénéficient du crédit d'impôt. Par contre, une fois qu'ils ont bénéficié du crédit d'impôt, qu'ils ont développé les molécules, qu'ils ont trouvées, eh bien, ils ne les produisent pas en France. Donc là, on est encore sur la conditionnalité qui est chère à notre organisation, conditionnalité des aides. Quand ils ont bénéficié du crédit d'impôt et que ça aboutit, on peut peut-être quand même contraindre les entreprises à un moment à produire au moins quelques années les produits qui ont bénéficié des crédits d'impôt sur le territoire français et faire bénéficier du coup à l'emploi. Et du coup à notre protection sociale collective. Alors, je vais rapidement du coup parler un peu de la BCI. Merci. Alors, nous, on y siège de conclure rapidement. Merci. Alors, on y siège. Il y a des choses intéressantes qui se mettent en place. Ils ont un projet de passer de 9% du PIB industrie à 12%. Ça créerait 600 000 emplois. Donc il y a des bonnes choses qui sont en projet, etc. Mais il faut de la stabilité et on ne retrouve pas aujourd'hui. Merci. Merci Madame Drevon. Donc maintenant pour la CFE-CGC, Monsieur Jean-François Foucard. Merci. Bonjour à tous et à toutes. L'économie, c'est quand même le résultat de ce qui a été fait ou pas fait durant les années qui sont précédées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a éventuellement un peu de conjoncturel, mais on a surtout du structurel. Donc ce qui est marquant, c'est le peu de vision, le peu de cohérence. On est surtout dans l'émotionnel.
Je rappelle, par exemple, sur l'énergie, en 2000, on nous expliquait qu'on fermait une centrale nucléaire pour laquelle on avait dépensé 500 millions de rénovation, en nous expliquant qu'on allait avoir besoin moins d'énergie. Et 2 ans après, c'était hurrah, hurrah, il nous en faut beaucoup et maintenant on va développer de l'énergie. Je rappelle sur ce sujet-là que sur l'énergie, le gaz, l'URSS, l'URSS pour faire simple, non mais en 2100, ce qui est prévu, c'est leur projection, 70% de leur énergie viendra du nucléaire quand même. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont mis dans une dimension de nucléaire. Les États-Unis veulent revenir la première, pays au niveau des capacités, et la Chine, c'est 50% en nucléaire. Après, ça fait des années qu'on n'investit pas les entreprises dans le matériel et dans les processus. On a favorisé globalement l'emploi de faibles qualifications. On l'a tellement bien favorisé depuis 1993 qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi en faire. On a des exonérations de cotisations, on a des primes d'activité. On en a beaucoup, mais globalement, notre modèle social ne peut pas tenir avec des emplois de faible qualification, et donc 80 milliards est compensé par l'État. Ce n'est pas possible. On a favorisé la flexibilité par rapport aux entreprises, alors que toutes les nouvelles technologies nécessitent un engagement du salarié et donc un maintien dans le salarié et qui croit à son entreprise, à ce qu'il fait. C'est le contraire de la flexibilité. Alors, on est dans un moment un peu particulier, on a une évolution. Alors tout de suite, la problématique, c'est quand on a une évolution, que ce soit dû aux problèmes géopolitiques ou technologiques avec l'IA, entre autres, ça pose problème. À un moment donné, par rapport, puisque là on est au niveau de l'État et de la représentation nationale, c'est un minimum de cohérence, un minimum de vision à 5-10 ans. Il faut arrêter l'émotionnel, il faut arrêter le saupoudrage. Il faut prendre des décisions, se dire dans 5 ans on est là, dans 10 ans on est là, et comment on y va. Donc déjà, adaptation des aides aux besoins de la nation et arrêter de saupoudrer. Enfin, c'est impossible. Globalement, je dis pas que l'État doit être géré comme une entreprise, mais si une entreprise, je rappelle qu'une entreprise n'a des clients que si les produits, répondent aux besoins. Mais même nos produits, ils n'arrêtent pas d'être de bas niveau de qualité, et on ne peut pas être concurrentiel. Donc retrouver des emplois et des produits de qualité, c'est la seule façon qu'on arrivera à garder notre modèle social. Constance dans les décisions, c'est pas possible d'avoir des choses où à un moment donné on dit énergie, par exemple il faut faire l'adaptation des bâtiments, mais les solutions qui sont proposées, les gens ne se rendent même pas compte qu'on fait dépenser des dizaines voire des centaines de milliers d'euros pour faire des choses sur l'énergie, mais dans 15 ans, quand on protège les bâtiments par l'extérieur, la protection c'est que 15 ans. Dans 15 ans, il faudra recommencer. Ce n'est pas durable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde a le mot durable, souveraineté, et il n'y a aucune décision qui est dans ce sens-là. Cohérence quand même, je vais prendre la souveraineté. Si on prend rien que la souveraineté, Patricia l'a dit sur un certain nombre de sujets, je vais prendre les masques. On avait peur, on avait problème des masques, on investit dans des sociétés, l'État investit dans des sociétés pour qu'ils produisent des masques. Sitôt le Covid finit, à un moment donné, au lieu de continuer, l'administration elle-même, pour des questions de 1 centime par masque, reprend des commandes à l'étranger. À un moment donné, avoir une souveraineté, ça a un coût, ça a un prix, ça a un coût, il faut l'assumer. Mais sans ça, on n'y arrivera pas. Il faut arrêter de se faire plaisir. Après, je rappelle, il y a un président qui est arrivé en 2017, il a fait l'inversion des normes. Dans le monde du travail aujourd'hui, comment voulez-vous faire de l'intérêt général quand tout est mis à la disposition uniquement de l'entreprise? Ce n'est pas possible. Il faut revenir sur un certain nombre de choses pour pouvoir en fait avoir des dispositions qui permettent d'embarquer le pays. Parce qu'à un moment donné, et dernier point sur par exemple l'apprentissage, il y a des gens qui ont voulu faire le 1 million d'apprentis. Super. Il y en a 200 000 aujourd'hui qui arrivent à peu près au chômage chaque année. À un moment donné, la formation, c'est surtout sur des bachelors de communication et de commercialisation, bientôt, et de communication. Et il n'y aura plus rien à vendre, ni à communiquer. Donc en fait, ces gens-là vont être très frustrés. Dernier point quand même, très important, puisque c'est sur l'apprentissage qui fait 25 milliards, plus 20 milliards de coûts à la sortie, c'est qu'à un moment donné,
on n'a ni les compétences nécessaires. Et globalement, aujourd'hui, on a des problèmes sur la fonction publique, puisque à un moment donné, les gens ne vont plus sur la fonction publique au diplôme, puisqu'ils s'en vont sur l'apprentissage. Il y a un manque de cohérence. Je finirai, cohérence et constance. Merci beaucoup. J'ai laissé un petit peu dépasser. Non, c'est moi qui aurais dû. Mais merci à vous en tout cas. Et donc maintenant pour la CFTC, Monsieur Belouz, Frédéric Belouz. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs les députés, chers amis des organisations syndicales. D'abord, je commencerai en disant qu'on est effectivement, ça a été souligné par toutes et tous, dans un contexte économique, un contexte au niveau du front de l'emploi et un contexte de dette publique qui nous préoccupe, nous concerne et nous responsabilise. C'est important d'avoir conscience que sur l'ensemble de cette question-là, il ne s'agit plus de crier au loup ou de s'affliger, mais qu'il faut réellement passer dans l'action. Action qui obligatoirement à deux niveaux. Un court terme, parce qu'il y a, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, et ça a été fait également par les collègues, le nombre croissant de défaillances d'entreprises. Donc on est obligé à un moment d'agir dans l'urgence. Mais il faut aussi voir les choses à plus long terme. Et du coup, pour nous, pour la CFTC, l'efficacité économique va de pair avec l'efficacité et la compétitivité sociale, si on peut se permettre de dire. On ne sacrifie pas l'un au profit de l'autre. C'est deux pendants, on va dire, d'une société équilibrée et performante, à notre sens, performante dans tous les sens, économiquement et socialement, je le répète, ne peuvent pas être dissociés. Sur les causes, on ne va pas refaire tout l'historique. On a un contexte économique et budgétaire particulier, ralentissement de la croissance, hausse des coûts de production, durcissement des conditions de financement. Cependant, et ça a été souligné notamment par Jean-François Foucard, les facteurs conjoncturels, ils n'expliquent pas tout. Il y a beaucoup de difficultés structurelles et certains secteurs d'activité subissent des processus de transformation d'ampleur qui ont été enclenchés il y a plusieurs années. Alors, à la fois dans le cadre de transition écologique et numérique, et plus récemment également avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Dans l'industrie automobile, l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 a changé la donne de manière un peu brutal, hein. Je ne conteste pas cette décision, j'explique certaines choses. De même, la politique publique consistant à réduire l'artificialisation des sols peut avoir des répercussions sur le volume des constructions et donc sur toute l'économie du bâtiment. Le secteur de l'habillement subit une mutation profonde avec l'essor du commerce en ligne, la fast fashion, enfin je ne vais pas vous détailler tout ça parce que vous le connaissez très bien. De plus, dans les grands groupes qui font vivre un certain nombre de prestataires de PME et de TPE, parce que ces défaillances d'entreprises qui touchent les plus petites structures sont aussi liées au désengagement économique de certains grands groupes. Et certains grands groupes, excusez-moi de le dire, mais c'est une évidence, mais des fois les évidences nécessitent d'être rappelées, mettent en place des PSE sans forcément être en difficulté économique. C'est ce que nous, on appelle à la CFTC les licenciements boursiers. Donc, il est nécessaire de pouvoir mettre en place des outils pour contrecarrer ça. Ensuite, il s'agit de concilier le redressement des finances publiques, parce que c'est une vraie préoccupation pour nous, et le renforcement de la compétitivité au travers d'une réelle montée en gamme des productions et des compétences. Tout d'abord, en améliorant l'efficience des dépenses publiques et repenser la fiscalité. Pour la CFTC, on a cette phrase qui est de dire l'idée, c'est pas forcément d'aller sur on dépense moins, on dépense plus, mais on dépense mieux. On a un certain nombre de cas, et je prendrais par exemple certains taux réduits de la TVA. Les sodas ont un taux réduit de la TVA. Pourquoi ? Comment ça se place dans le cadre d'une politique de santé publique ? Pareil sur certaines niches fiscales ayant peu d'effets d'emploi, tel le crédit d'impôt pour l'emploi à un salarié à domicile. Il y a des questions qui se posent. De la même manière, pour nous, il faudrait la mise en place d'une taxe sur les rachats d'actions avec
à minima un taux à 3%, de façon à favoriser l'investissement et pas l'actionnariat. Ça, c'est également pour nous une mesure phare fiscale qui pourrait être mise en place. Et ensuite, renforcer la compétitivité à long terme des entreprises par une politique favorisant l'investissement et la montée en gamme des compétences, et notamment en revoyant les dispositifs de gestion de crise dans les entreprises, notamment l'APLD, qui a normalement un volet formation qui n'est pas forcément mis en place, et également mieux contrôler les dispositifs de rupture conventionnelle des contrats de travail. Et ça a déjà été évoqué, et je terminerai par là, la conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Ça, c'est une exigence absolue qui permettrait de mieux contrôler l'argent public. Merci. Merci à vous. Donc, nous passons maintenant aux interventions de chacun des groupes parlementaires, des oratrices et orateurs de groupe. Donc, nous commençons par le Rassemblement national. Monsieur Frédéric Weber. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer votre présence et à remercier les organisations que vous représentez. En tant qu'ancien syndicaliste, je mesure l'importance de votre mission et les défis qu'elles impliquent. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'échanger sur des sujets fondamentaux qui touchent à l'activité économique, à la production et à l'emploi en France. Je souhaiterais, au nom de mon groupe, soulever 3 grands points pour nourrir notre réflexion commune. Tout d'abord, il est essentiel de faire un état des lieux du syndicalisme dans notre pays. Le syndicalisme en France traverse une période difficile. Avec un taux de syndicalisation de seulement 10%, notre pays se situe parmi les derniers en Europe en la matière. Cette faible mobilisation a été confirmée lors des récentes élections professionnelles des très petites entreprises TPE, où seulement 4,07% des salariés concernés ont voté, contre 5,44% en 2021. Ce chiffre en chute constante pose une question fondamentale. Pourquoi un outil aussi essentiel pour défendre les droits des travailleurs suscite-t-il si peu d'adhésion ? Cette désaffection est d'autant plus préoccupante que les syndicats avaient porté une bataille médiatique importante contre la réforme des retraites en 2023. Y a-t-il ici un problème de lien avec les salariés, notamment ceux des petites structures, qui forment pourtant l'épine dorsale de notre économie ? Ensuite, il est impératif d'évoquer la désindustrialisation galopante qui ronge notre pays, tel un mal insidieux. En 2024, les investissements industriels ont plongé de 10% en volume. Et pour la première fois depuis des années, les fermetures d'usines dépasseront les ouvertures, selon des données accablantes du cabinet Trendéo. Nos territoires sont frappés de plein fouet. Des fleurons industriels, symboles de notre savoir-faire et de notre excellence, tels ArcelorMittal, Auchan, Michelin, annoncent leur tour à tour des plans sociaux dévastateurs, laissant derrière eux des milliers de familles confrontées à l'angoisse du lendemain. Ce ne sont pas seulement des emplois que nous perdons, mais des morceaux entiers de nos régions, de notre identité et de notre souveraineté économique. Face à ce désastre, quelles mesures de sauvegarde les syndicats proposent-ils pour protéger nos industries et les emplois qui en dépendent ? Enfin, je tiens à rappeler que la mission première d'un syndicat est de défendre les droits des travailleurs sans concession. Cela implique de se battre pour de meilleures conditions de travail, une rémunération équitable et une protection efficace contre les abus. Mais cette mission noble doit rester intacte et ne doit jamais être compromise par des ambitions partisanes ou des agendas électoraux. Il est inadmissible que certains syndicats se laissent entraîner dans des logiques idéologiques qui détournent leur raison d'être. Les travailleurs n'attendent pas de leurs représentants des postures politiciennes ou des jeux d'influence. Ils demandent des résultats concrets, une action pragmatique et une véritable défense de leurs intérêts face aux défis sociaux et économiques. La crédibilité et la légitimité des syndicats en dépendent, tout comme leur capacité à incarner véritablement la voix des travailleurs. Merci. Monsieur Weber. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent répondre pour 1 minute maximum ? Je suis désolée, je sais que l'exercice est difficile. Donc, si on a le temps, d'ailleurs, à la fin, toute fin, on vous laissera la parole plus longuement. Oui, Monsieur Belouz. Oui, alors moi je répondrai sur un seul point, comme ça je laisse les amis autour de moi répondre sur les autres points. Sur la faiblesse supposée du syndicalisme salarié, je ne partage pas votre vision, monsieur le député, parce qu'en fait, honnêtement, quand on est syndiqué, et je pourrais en témoigner à titre personnel dans une entreprise, dans un organisme, en fait, on a énormément de problèmes
pour aucun avantage. Donc je vous dirais presque, de manière un peu provocatrice mais sincère, 10% de taux de syndicalisation dans des conditions où finalement on a tout à perdre en étant syndiqué. On est bloqué en termes d'avancement professionnel et ça, on va dire, c'est le moindre mal. Et ben c'est déjà énorme, je trouve, très sincèrement. Mais voilà, c'est une vision que j'entends, on ne partage pas forcément, mais sincèrement, voilà. Madame Drevon et ensuite Monsieur Foucard. Je vais répondre rapidement aussi sur la faiblesse du syndicalisme français. Je crois qu'aucune organisation politique aujourd'hui n'a autant d'adhérents que l'organisation syndicale que je représente aujourd'hui. Donc, en termes de faiblesse, je pense que le jour où une organisation politique pourra se targuer d'avoir autant d'adhérents, je pense que ce sera une bonne santé pour le monde politique. On ne trouve pas aujourd'hui qu'il est en très bonne santé quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale. La faiblesse des organisations syndicales ont quand même permis d'organiser 4 journées de mobilisation en mettant plusieurs millions de personnes dans la rue contre une thématique qui est la réforme des retraites. Et ça, dans un calme absolu et un respect des institutions de la République. Merci, Monsieur Foucard. Alors, 2 choses sur la faiblesse du syndicalisme. Il faut pas, puisque vous comparez par rapport, par exemple, à l'Europe, si vous prenez à la Belgique, si vous n'êtes pas syndicaliste, enfin, si vous n'êtes pas adhérent, vous ne pouvez pas avoir le chômage. Et au niveau de la Constitution, aujourd'hui, on nous explique que c'est un droit. En fait, le droit du syndicalisme a été inversé, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de se syndiquer, mais en fait, on fait le contraire. Si on fait des droits spécifiques pour les syndicalistes, ça ne plaît pas. De ça, c'est le premier point. Deuxièmement, dans tous les États, que ce soit l'Allemagne ou que ce soit l'Italie qui ont connu du fascisme, ils sont partis à 95% et aujourd'hui ils sont plus qu'à 25-30% et ça ne fait que diminuer ça, globalement avec l'Europe sur la désaffection par rapport aux élections de façon générale. Troisième chose sur l'industrie, la première chose que nous on défend et depuis très longtemps, c'est sans recherche, le niveau de recherche, on ne peut pas être au top sur l'industrie. La France est un des plus faibles au niveau européen sur la recherche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra investir au niveau de la recherche. Après, au niveau des salaires, on a favorisé l'écrasement des salaires par rapport aux bas salaires, c'est-à-dire qu'on a un écrasement des salaires. Et aujourd'hui, vous avez qu'un niveau 3, un rapport 3 avant redistribution pour les 90%. Et donc, à un moment donné, si vous mettez énormément d'énergie, entre guillemets, sur vos études et ainsi de suite, vous n'avez pas forcément un rapport. Alors, certains disent que le rapport 3 est trop. Je rappelle qu'au niveau des États-Unis, dans les années 70, le rapport était plutôt de 10. Merci, Monsieur Foucard. C'est bon? Non, je ne sais pas s'il y avait une nouvelle demande d'intervention. Donc, nous passons maintenant, pour le groupe Ensemble pour la République, à Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales. Permettez-moi d'abord de souhaiter à toutes et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2025. Il y aurait beaucoup de choses à dire déjà sur vos interventions et notamment sur ce que j'ai pu entendre sur la question de l'apprentissage, mais notamment aussi sur la question de l'énergie. Il me semble que vos propos sont parfois un tout petit peu caricaturaux sur la question de l'énergie. Il s'avère que moi, je préside le Conseil supérieur de l'énergie, le préside de manière bénévole, et il y a des représentants de chacune des organisations syndicales, ils ne tiennent pas les mêmes propos que vous. Nous avions une séance ce matin, et donc voilà, je tenais à vous le dire. Il faut peut-être que vous accordiez vos violons quand même sur ces sujets, notamment sur l'action de l'énergie. Mais je ne voulais pas intervenir particulièrement sur ce sujet. Je voulais revenir sur le taux d'emploi des seniors et notamment ce que moi je préfère appeler les salariés expérimentés. Et je voulais reprendre les termes du projet d'accord interprofessionnel qu'on appelle ANI, donc qui aujourd'hui, comment dirais-je, est intéressant de mon point de vue de ce qu'il a pu proposer. Je voudrais notamment revenir sur la question de cet emploi qui est trop faible en France, on le sait. Il faut toutefois distinguer le taux d'emploi des 55-59 ans, qui est au-dessus de la moyenne européenne, de celui des 60-64 ans, qui lui est un des plus bas de l'Union européenne. Et dans ce contexte, en novembre dernier, vous savez que les partenaires sociaux sont parvenus donc à conclure un projet d'accord national interprofessionnel en faveur de cet emploi des seniors. Cet accord qui notamment propose des mesures que je trouve, de mon point de vue, particulièrement de notre groupe intéressantes, notamment la prévention des risques de désinsertion et d'usure professionnelle, la mise en place de dispositifs d'aménagement du temps de travail en fin de carrière, sujet à mon avis qui est insuffisamment travaillé en France. Au niveau des ressources humaines, il est aussi préconisé de mettre en place des entretiens professionnels renforcés,
Et puis au niveau du dialogue social, la négociation au niveau des entreprises ou des branches professionnelles elle devra désormais obligatoirement porter sur le recrutement des salariés expérimentés et sur le maintien dans l'emploi et l'aménagement des fins de carrière, notamment les modalités de recours à la retraite progressive ou au temps partiel. Il y a aussi la question de la transmission des savoirs et des compétences des salariés expérimentés, notamment avec les questions du tutorat, du mécénat de compétences, donc tous ces sujets qui sont particulièrement intéressants. Je voudrais avoir votre avis sur cet accord et puis aussi avoir des questions justement particulièrement plus précises, je dirais. Est-ce qu'il vous est possible pour vous, selon vous, d'avoir un premier bilan de l'application de cet accord national interprofessionnel? Et si oui, quel est-il? Donc qu'est-ce que vous en tirez? Et puis par ailleurs, quelles mesures vous préconisez? Et je dirais bien quelles mesures avec des S, un S à quelle et à mesure, donc pour faciliter l'emploi des seniors, puisque c'est, comme je le disais, un sujet vraiment majeur pour nous. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Fugit. Madame Drevant. Et ensuite, Monsieur Belouz, puis Monsieur Guivarch. Non, pardon, Monsieur Guivarch. Alors, si vous voulez, on commence comme ça. Merci. Merci. Bien, je répondrai sur la question des seniors. La CFDT a signé cet accord national interprofessionnel sur les salariés expérimentés, le nom officiel de l'accord. J'ai eu l'honneur de participer à cette négociation, donc je peux vraiment vous en parler. Mais en une minute, je dirais juste quelques remarques. La première, c'est que c'est un accord national interprofessionnel. Il n'est pas force de loi. Nous avons besoin que cet accord national interprofessionnel soit transposé dans la loi. Et nous comptons sur l'ensemble des parlementaires pour respecter la démocratie sociale et faire en sorte que cet accord majoritaire puisse être transposé dans la loi in extenso. Deuxièmement, nous savons à la CFDT que même en mettant en œuvre ces mesures que nous souhaitons, qui sont importantes, il y a un changement culturel dans les entreprises à avoir. Donc il va falloir que l'ensemble des représentants syndicaux et des représentants des directions d'entreprise s'emparent de ces mesures et les fassent vivre dans les entreprises et dans les branches. Merci. Il y a un gros travail de négociation en entreprise et en branche et une mise en place d'une culture pour faire vivre ces entretiens qu'on a fixés dans cet accord national interprofessionnel. Merci. Monsieur Ménez-Plié, peut-être pardon. Oui. Du coup, dans la continuité sur l'ANI emploi senior, écoutez, la non-signature de la CGT, elle est principalement due parce qu'on a considéré qu'il n'était pas assez contraignant. Mais après, chacun a son avis sur le sujet. Et par contre, j'en profite parce que du coup, vous n'avez pas forcément précisé, mais je l'ai pris pour moi, sur l'intervention sur l'énergie. Alors ça tombe bien, parce que comme je suis le secrétaire général de la Fédération de l'énergie pour la CGT, je me rebouclerai avec mes camarades qui siègent au CSE, mais simplement parce que je suis étonné de ce que vous dites et je pense qu'il n'y a pas un pet de jeu, ni même un papier de cigarette entre mes camarades et moi-même, mais vous dire que sur l'énergie, aujourd'hui, c'est quand même une conséquence de la désindustrialisation, malheureusement, et beaucoup d'industries ont mis la clé sous la porte parce que les prix ont explosé, et c'est pas du fait de la guerre en Ukraine, c'est bien du fait notamment du marché qui est un désastre total avec la libéralisation depuis plus de 20 ans. Merci, Monsieur Ménez-Plié, pour s'ouvrir. Donc, Madame Drevant. Merci. Alors, pour l'accord des seniors, donc nous, on a fait partie des organisations syndicales qui étaient signataires. J'étais avec Olivier et deux autres personnes qui sont ici autour de la table, mes collègues, donc chef de file de la négociation. Donc c'est un accord, je pense qu'ici, autour de la table, on connaît bien. Alors, il nous faut une transposition. Donc vous êtes tous députés, donc on compte tous sur votre capacité à transposer cet accord, à respecter effectivement, comme Olivier l'a dit, la démocratie sociale. Quand on trouve un accord majoritaire, on apprécie et on demande expressément à ce que ces accords aient trouvé le législateur et qu'ils soient le plus fidèles possible à ce que les négociateurs ont voulu mettre en place et écrit dans leurs accords. Alors, vous nous dites un bilan. Le bilan, on ne peut pas vous le faire. Les mesures ne sont pas encore en place. On va faire en sorte qu'elles soient le plus connues possible. On a une déclinaison qu'on retrouve et auquel nous on est très attachés, qui passera par l'accord de branche, qui améliorera encore cette année, et l'accord d'entreprise qui améliorera encore. Donc on pense qu'avec cette méthode, il sera connu et permettra de déployer les effets attendus.
Merci pour la CFE-CGC. Pardon, je vais faire du coup, parce que tout le monde a demandé la parole, du coup je reprends le même ordre si vous me le permettez. Donc Monsieur Foucart pour le CFE-CGC. Donc je ne reviendrai pas sur le bilan, puisqu'il n'y en a pas. Globalement, pour l'activité des 60-64 ans, ce que défend la CFE-CGC, c'est que c'est le résultat de ce qui a été fait ou non fait durant toute la période professionnelle sur la santé, les compétences et sur la motivation après 50 ans. La santé, si on a abîmé les gens, je rappelle que 20% des gens ne peuvent plus travailler après 50 ans. Il y a des branches où il y a énormément de décès et d'inactivité. Les compétences, vers 45-50 ans, il faut remettre à niveau, réarmer les gens en fonction de l'évolution des métiers, voir ce qu'eux ont envie de faire pour se projeter dans les 20 ans. Et après, la troisième partie, en gros, 50-55 ans jusqu'à 65 ans, c'est la motivation de ne pas les laisser au placard et de leur donner envie. Sur la tranche plus particulièrement dont vous parlez des 60-64 ans, le taux d'activité, même voire plus, dans tous les pays d'Europe, c'est le temps partiel. À un moment donné, ils ont un taux d'activité fort parce qu'ils ont du taux partiel. Et aujourd'hui, il faudrait le rendre opposable. La partie patronale ne l'a pas voulu. Et je rappelle qu'il n'y a que 2 cas de temps partiel opposable aujourd'hui. C'est pour le mi-temps thérapeutique et puis le congé parental. Et c'est ça qui fera la différence. Merci à vous. Monsieur Belouz pour la CFTC. Oui, très rapidement, la CFTC est également signataire de cet accord, donc on attend la transposition, accord sur les salariés expérimentés, donc on attend la transposition in extenso dans la loi. Ça a été dit, mais c'est toujours important d'être rappelé, c'est loi ou pas, il va falloir un changement de mentalité, parce qu'on voit bien que dans les plans de départ volontaire dans les entreprises, qui sont ceux qui partent de manière privilégiée, les jeunes sans diplôme et les seniors. Donc du coup, on remet sur le marché de l'emploi les populations les plus fragiles par rapport à la question du chômage. Donc il va falloir quand même raisonner différemment, et ça va être une vraie révolution intellectuelle, je dirais. Et j'en profite, puisqu'on parle ANI, en avril 2024, un ANI redéfinissant les parcours de reconversion a été signé. La CFTC attend toujours la transposition législative des modalités de parcours de reconversion telles que définies dans l'accord. Merci. Merci à vous. Nous passons maintenant pour le groupe de la France Insoumise à Monsieur Mathias Tavel. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi de saluer votre présence ici, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales de salariés, qui permettent d'évoquer 2 absents du discours de politique générale de cet après-midi. Le premier, c'est évidemment l'abrogation de la réforme des retraites contre laquelle vous avez lutté unanimement et nous à vos côtés. La deuxième, c'est évidemment les plans de licenciement dont le Premier ministre a fort peu parlé et qui concernent de nombreuses entreprises, y compris rien que dans mon département, General Electric, Yara, Saunier Duval, après Sistovie au printemps et avant la centrale de Cordemais dans les mois qui viennent. Il faut évidemment, face à ça, tirer le bilan de l'échec de la politique de l'offre et de la politique de libre-échange qui tient lieu de politique au gouvernement depuis des années. Et ce changement de politique, pour nous, il s'inscrit dans plusieurs temporalités. Évidemment, dans l'urgence, l'interdiction des licenciements boursiers, le contrôle et le remboursement des aides publiques lorsqu'elles ne s'accompagnent pas d'un maintien de l'emploi, mais plus globalement, aller vers ce que nous portons, nous, c'est-à-dire une politique industrielle basée sur 3 grands mots d'ordre: la planification écologique, et j'y inclus évidemment le besoin d'un prix stable, durable, réglementé publiquement de l'énergie pour accompagner l'industrie et sa décarbonation notamment. Le deuxième, c'est le protectionnisme commercial, et y compris dans les fleurons industriels. On en a évoqué un certain nombre. Et puis le troisième grand P, après la planification et le protectionnisme, sur lequel je voudrais vous entendre, c'est celui du pouvoir des salariés dans la gestion des entreprises, car on ne fera pas cette bifurcation, cette réindustrialisation en laissant toute puissance aux actionnaires dans la gestion des entreprises. Et j'aimerais entendre vos propositions sur la manière et les pouvoirs qui pourraient être accordés aux salariés, d'abord pour empêcher, prévenir ces situations, donc en amont, en alerte,
pour contrôler l'argent public et puis plus globalement pour être des acteurs de la transformation écologique de notre industrie et de nos entreprises. Merci, Monsieur Tavel. Monsieur Guivarch pour la CFDT. Merci. Donc en 1 minute, ça sera difficile, mais je vais aller à l'essentiel. Déjà, il y a une mobilisation des droits existants et le renforcement des droits existants. Et puis en plus, on peut imaginer d'autres prérogatives données aux représentants des salariés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, si on peut mobiliser tout ce qui existe pour éviter les licenciements dans l'entreprise, activité partielle, plan de formation, et associer pleinement le CSE, ce serait déjà très bien. Et nous demandons également de renouveler le dispositif APLD, activité partielle longue durée, avec toujours un accord d'entreprise majoritaire, parce que nous voulons effectivement que soient associés pleinement les représentants du personnel. Il faudra aller plus loin. Nous voulons responsabiliser les employeurs sur les aides publiques perçues. C'est très important, là aussi, qu'on puisse avoir le CSE embarqué sur la question avec, pourquoi pas, un avis conforme. Et puis, inciter les entreprises à utiliser des procédures amiables et préventives. Et enfin, on pourra, nous l'espérons, aller vers la création de droits socles universels de reconversion pour les travailleuses et les travailleurs, parce qu'il y a un enjeu reconversion professionnelle qui est devant nous, et nous souhaitons que ce soit par le dialogue social et d'abord à un niveau interprofessionnel. Merci. Alors, Monsieur Talbot, puis Madame Drevon. Pardon, merci. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, là-dessus, je voulais insister moi à mon tour sur la notion de la planification. C'est quelque chose auquel on est extrêmement attaché, c'est-à-dire qu'on pense que si on veut reconquérir une industrie dans ce pays, il faut effectivement absolument passer par une étape de planification. On est y compris, nous, pour des étapes d'état des lieux territoriaux dès aujourd'hui pour faire l'état des lieux de nos outils industriels et voir ce qu'il faut sauver, comment on peut le sauver, quels sont les moyens à mettre en œuvre, et évidemment avec y compris des déclinaisons nationale. J'abonde dans le sens de ce qui vient d'être dit sur les pouvoirs à conforter ou les pouvoirs nouveaux à donner aux représentants des salariés. Il y en a un qui est extrêmement important, c'est le rétablissement des CHSCT. Nous, on pense par ailleurs qu'il faut effectivement construire la possibilité d'avoir des avis conformes sur un certain nombre de questions, tout ce qui touche aux questions de l'environnement, tout ce qui touche à l'utilisation des aides publiques. Nous poussons même l'audace à penser que les salariés de ce pays doivent avoir un droit de regard sur les finalités des productions auxquelles ils sont associés. Les travailleurs de ce pays, ils construisent et ils produisent des richesses. Ils doivent, y compris, pouvoir avoir une réflexion et donner un avis sur les finalités des dites productions. Merci. Merci, Madame Drevon, pour Force ouvrière. Alors, la constitution de droits nouveaux, etc., et de tout ce qui est négociation, formation, nous, on pense que ça doit passer par le paritarisme, les accords paritaires, les accords nationaux interpro, et on est tout disposé à se mettre autour de la table et négocier de ça. Depuis le départ, on dit qu'il faut redonner sa place à la négociation collective et aux organisations syndicales et patronales qui sont en capacité, quand on leur donne la possibilité, de trouver des accords et faire avancer, du coup, le monde économique et le monde social. Un mot sur Saunier Duval, parce que je vous ai entendu tout à l'heure. C'est un dossier que j'ai suivi avec, au niveau de la Confédération et avec notre fédération de la métallurgie. C'est une entreprise qui a eu beaucoup d'aides, beaucoup de crédits d'impôt, et qui a décidé de localiser une grosse partie de sa production en Roumanie, je crois. Et là aussi, je pense que sur la conditionnalité des aides, on a quand même des choses à faire. Merci à vous. Monsieur Foucard, c'est ça, vous demandiez la parole? Alors, trois sujets. Augmenter le nombre de personnes, comme il s'appelle, des organisations syndicales ou du CSE dans le conseil d'administration, où là, il y a l'orientation. Faire qu'à un moment donné, la commission économique ou une autre commission, peu importe, du CSE, soit partie prenante dans le choix de la solution de l'implémentation qui a été stratégique, qui a été mis. Si aujourd'hui le CSE se positionne par rapport à une aide, un choix qui a déjà été fait. Deuxièmement, dernier point, troisièmement, se positionner sur les aides publiques et à un moment donné, voir que c'est cohérent. Après, sur l'écologie, sur ainsi de suite, ça va être quand même très difficile. Globalement, ma vie m'a montré qu'on n'est pas japonais. C'est rare qu'à un moment donné,
par exemple un CSE, disent on va arrêter telle production et on va supprimer, admettons, 20 ou 30% des emplois. On n'a pas la culture de la harakiri. C'est un peu compliqué de s'auto-gérer. Il faut être quand même... Merci. Merci. Monsieur Belouz pour CFTC. Donc, sur comment mieux associer les salariés, déjà, si les CSE ne disposaient pas uniquement d'un avis consultatif sur un certain nombre de sujets, ça changerait beaucoup de choses. Parce que globalement, je vous la fais un peu simple, mais beaucoup de salariés se disent finalement ça sert un peu à rien, puisque même s'ils sont contre, ça passe. C'est un peu comme avec le gouvernement, lorsqu'on met des millions de Français dans la rue, c'est pas grave, ça passe. Ça participe du fait que les organisations syndicales sont décrédibilisées et peut-être ont plus de mal à être vraiment vues comme représentatives et que les gens s'impliquent plus. Donc, la part à chacun, et notamment à chacun d'entre vous, de bien reconnaître ce poids-là. Aussi un poids au niveau des institutions publiques, et là je pense aux ruptures conventionnelles collectives qui, normalement, devraient faire l'objet de projets professionnels sérieux des candidats et d'un accompagnement efficace en formation avant validation par les DRETS. Il faudrait qu'il y ait des préalables comme cela, de façon à ce que ça ne soit pas juste accordé sous une dimension économique. Merci. Je passe maintenant la parole pour le groupe socialiste à Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux. Vous l'avez tous dit, la situation actuelle de notre pays sur le plan social, industriel et de l'emploi est marquée par des tensions et des défis croissants, aggravés par les difficultés budgétaires persistantes et une instabilité politique qui suscite à la fois des inquiétudes chez les investisseurs, chez les employeurs, mais surtout et avant tout sur leurs salariés. Au troisième trimestre 2024, le taux de chômage a augmenté, une hausse particulièrement marquée chez les jeunes. L'industrie française et l'économie en général affrontent des défis majeurs, illustrés par la multiplication des plans sociaux dans différents secteurs, avec une augmentation de 40% des plans sociaux. Le secteur automobile est frappé de plein fouet, tandis que les services et les commerces subissent également des restructurations, comme en témoignent les annonces récentes du groupe Auchan. L'industrie lourde, jadis fleuron de notre modèle économique, traverse également des temps difficiles, à l'instar des secteurs de la chimie et de la sidérurgie, confrontés à des crises profondes aux conséquences sociales désastreuses, comme le laissent présager une nouvelle fois les annonces du groupe ArcelorMittal. Dans ce contexte difficile, je souhaite évidemment exprimer un soutien particulier aux salariés et grévistes de la plateforme chimique de Vancorex dans ma circonscription à Pont-de-Claix en Isère, et je tiens également à remercier la présidente de notre commission qui s'est rendue sur place en décembre pour manifester sa solidarité et celle des parlementaires avec cette lutte que nous menons aux côtés des salariés, des parlementaires et des élus locaux afin de maintenir ces activités stratégiques et ces emplois essentiels sur notre territoire. La menace de fermeture qui plane sur les plus de 500 salariés ainsi que sur de nombreuses entreprises qui dépendent de cette plateforme et qui provoquerait un effet domino aux conséquences incommensurables et dramatiques pour l'équilibre économique et social de tout le bassin de vie concerné. Mais notre action, toute celle comme de l'État, doit reposer avant tout sur un impératif social, mais elle s'inscrit dans une perspective de souveraineté industrielle et stratégique. Vous portez en tout cas les syndicats locaux aux côtés des salariés et des élus la nationalisation temporaire de ces secteurs stratégiques autorisés par notre cadre juridique qui pourrait constituer un premier pas vers une solution durable, et j'aurais voulu recueillir votre analyse sur cette solution précise. Au moment même où le Premier ministre intervient dans sa discussion de politique générale, je souhaiterais également recueillir vos attentes et propositions sur les mesures prioritaires à mettre en place sur les différents sujets que vous avez évoqués. Mais le Premier ministre vient d'annoncer la création d'une délégation permanente afin de réouvrir les discussions sur la réforme des retraites imposée sans vote ni concertation véritable avec les partenaires sociaux. Est-ce que, je vois que le temps passe, donc est-ce que cette annonce vous semble prometteuse au-delà évidemment de la réouverture de ce dialogue social qui doit être constructif, évidemment, avec les partenaires sociaux, Merci. ce qui aurait dû être fait depuis le début. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, qui souhaite prendre
la parole, répondre. Monsieur Guivarch pour la CFDT. Je ne pourrais pas répondre à tout, parce qu'en 1 minute, c'est compliqué. Pour reprendre vos derniers propos, c'était au sujet du discours de politique générale de Monsieur le Premier ministre et de l'ouverture d'une discussion. Alors, il va falloir qu'on sache exactement dans quel format ça va se faire. Une délégation permanente, mais si j'ai bien compris, les organisations syndicales seront amenées à pouvoir poser des questions, etc. Nous, de toute façon, à la CFDT, nous réagirons à ce discours de politique générale à l'issue de notre bureau national qui se réunit demain et après-demain. Et donc, voilà, la CFDT pourra donner ses orientations dans le cadre de cette offre de discussion. Est-ce que ce sera une négociation? Ce n'était pas très clair en tout cas. Et donc là, nous avons besoin d'un peu de temps à l'issue de ce discours. S'agissant de votre question sur les nationalisations, ça peut répondre à certains enjeux industriels et notamment stratégiques, mais ça ne peut pas répondre à tous les problèmes d'emploi que nous connaissons actuellement et qui touchent, comme je l'ai dit, des secteurs très différents. Donc, et c'est ça la plus grande difficulté d'ailleurs qui est devant nous, c'est qu'il faut distinguer des problèmes conjoncturels et les problèmes structurels et les secteurs qui ne connaissent pas les mêmes problèmes. Merci. Donc, en termes d'intervention, je vais refaire le même ordre, si vous me le permettez, Monsieur Ménespli, pour la CGT. Oui, bon, sur les annonces du Premier ministre et notamment délégation permanente autour du sujet des retraites, au-delà que nous aussi on va débriefer en interne et puis on aura une communication plus officielle dans les prochaines heures, dire quand même qu'il faudra en passer par une entente entre les organisations syndicales et patronales pour comment dire, éventuellement avoir une nouvelle loi retraite et s'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de loi et que c'est donc la loi de 2023 qui continuera à s'appliquer, dès lors que il me semble que nous sommes de nombreuses organisations à demander l'abrogation de la réforme. Donc comme ça, à chaud, bon, dire qu'on est satisfait, non, ça c'est très clair. Mais je pense qu'on aura l'occasion de s'exprimer d'ici la fin de semaine en ayant réuni nos organisations. Et puis donc sur nationalisation, il nous semble quand même que pour retrouver une certaine souveraineté et surtout protéger nos outils industriels quand il s'agit de la défense, sanitaire, pharmaceutique, énergie, ferroviaire, alimentaire, il est important de se poser la question si l'État, oui, en effet, doit nationaliser. Merci. Et je trouve qu'actuellement, on ne le fait pas assez, malheureusement. Merci. Côté force ouvrière. Alors, nous aussi, Madame on réagira au niveau de nos instances dans les jours qui arrivent sur le discours de politique générale. Juste un mot. Ce qu'on attend du gouvernement, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est la conditionnalité des aides. Aujourd'hui, on a un déficit public et on a des aides distribuées aux entreprises sans aucune conditionnalité. Je pense que si on se penchait déjà sur ce dossier, on pourrait déjà trouver une partie de la solution du déficit public. Ce qu'on attend aussi du gouvernement, c'est une vraie politique de réindustrialisation qui redonnera un peu de souveraineté à notre industrie française. Et ça nous paraît quand même indispensable aujourd'hui. Un pays qui ne produit plus rien, aujourd'hui, on peut quand même se poser des questions sur sa capacité à produire des emplois. Et sur les retraites, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que nous, on était pour la négociation collective. On réclame toujours l'abrogation de cette réforme. On n'a pas changé d'avis et on ne changera pas d'avis. Par contre, si on a une possibilité de se mettre autour d'une table et d'arriver par la discussion et la négociation à un retour à ce qu'on demandait depuis le départ, les 62 ans sans allongement de la durée de cotisation, on ira autour de la table. Je vous remercie. Pour la CFE-CGC, Monsieur Foucault. Alors sur le cas vous avez particulier, effectivement, nous sommes pour une nationalisation temporaire. Nous souhaitons, parce qu'il y a la souveraineté, ce serait bien d'avoir la cohérence et la constance. Je rappelle que le seul qui est généré, c'est juste au carburant des fameux missiles. Et si on n'a pas de carburant pour nos missiles, à un moment donné, on a du mal à être un peu autonome. Mais c'est juste un petit détail qui n'a pas... qui a une importance. Donc, nationaliser quand il faut temporairement, je rappelle que ça avait été fait à une époque par PSA, ou enfin, ça n'a pas été nationalisé, mais l'État a mis énormément d'argent pour pouvoir soutenir PSA en 2013, sinon PSA aurait été fermé. Sur les retraites,
je dirais simplement, bien sûr, on est contre, mais qu'à un moment donné, quand on légifère, même si c'est passé en 49.3, contre son peuple, quand 80% de la population est contre, ça se passe en général relativement mal à la sortie. Et en fait, c'est juste la continuité de ce qui a été fait. Voilà. Merci. Pour la CFTC, Monsieur Belouz. Oui, concernant les retraites et l'annonce du Premier ministre, je laisserai la Confédération s'exprimer dans le temps qu'elle souhaitera. De manière très concrète, alors sur la nationalisation, on est un peu réservé. Ça peut être une solution, mais ça ne peut pas être une solution globale, nationale, à toutes les situations d'entreprise en crise. On pense. On a une problématique de dette publique. C'est évidemment, là, j'apprends rien à personne. Nous, on estime que la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des plus grandes entreprises et les plus hauts revenus, qui est temporaire, doit être maintenue jusqu'à qu'on ait ramené le déficit sous les 3% de PIB. Parallèlement, j'en ai parlé tout à l'heure, une taxe à minima de 3% sur les rachats d'actions. Et en parallèle, on estime souhaitable d'augmenter le taux de la flat tax sur les revenus du capital, qui est taux actuellement à 30%. Déjà, ça est... Là, on abonde également sur la conditionnalité des aides. Merci. Merci. Pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Jérôme Nury. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux, chers collègues. Les perspectives d'emploi en France pour 2025 sont préoccupantes, avec un taux de chômage prévu à 7,6% d'ici mi-2025 selon l'INSEE. L'OFCE anticipe la perte jusqu'à 143 000 emplois. Cette détérioration est due à la hausse des défaillances d'entreprises, aux nombreux plans sociaux et fermetures d'usines, ainsi qu'à un coût du travail élevé pour nos TPE, PME qui peinent à embaucher à cause des cotisations sociales importantes. En effet, la France se situe parmi les pays ayant le coût du travail les plus élevés en Europe, avec un coût horaire moyen de 42,7 € dans les secteurs marchands. Le coût élevé du travail en France, à cause du poids des cotisations, représente un double handicap pour l'économie. D'une part, il freine la hausse des salaires et le pouvoir d'achat des salariés. D'autre part, il nuit à la compétitivité de notre production. Les petits entrepreneurs sont particulièrement touchés par ce phénomène. Le coût élevé du travail les dissuade souvent d'embaucher, freinant ainsi leur croissance et leur capacité à se développer, alors que c'est primordial pour nos territoires. Par exemple, pour augmenter de 100 € un salarié au SMIC, l'employeur doit supporter un coût total de 442 €. Un chiffre qui est donc 4 fois supérieur à la hausse de salaire pouvant être perçue par le salarié. Cette situation crée un cercle vicieux. Les entreprises, notamment les plus petites, hésitent à embaucher ou à augmenter les salaires, ce qui limite à la fois la création d'emplois et la progression du pouvoir d'achat des salariés. Dans ce contexte, et alors qu'il faut trouver des solutions pour financer les retraites, qui sont assises sur les feuilles de salaire des salariés et les cotisations patronales, qu'il faut conserver aussi le niveau de cotisation pour financer la sécurité sociale aujourd'hui déficitaire, qu'il faudrait créer une vraie branche pour l'autonomie et le vieillissement en créant une nouvelle ligne de prélèvement sur les feuilles de salaire, comment faire baisser le coût du travail pour protéger notre industrie et toute notre économie et les rendre ainsi plus compétitives. Alors que nos besoins en recettes nécessiteraient toujours plus de cotisations et donc un coût du travail toujours plus élevé, quelles sont selon vous les solutions concrètes pour que notre économie soit attractive et puisse concurrencer les économies des autres pays occidentaux? Merci Monsieur Nury. Alors, qui souhaiterait agir? Monsieur Guiverge pour la CFDT. Alors en une minute, c'est un peu un défi. À la CFDT, nous avons une lecture un peu différente sur la question du coût du travail, puisque si on considère que les exonérations de cotisations sociales visent d'abord et avant tout les plus faibles rémunérations, c'était pour justement faire baisser le coût du travail, et ça n'empêche pas conjoncturellement la hausse du chômage. Donc de notre point de vue, il n'y a pas forcément un problème de coût du travail, et surtout en termes de concurrence internationale. Le cas de Auchan a été cité. Je crois que vous allez rencontrer la direction d'Auchan. Quand Auchan revoit son modèle économique et ferme des établissements, il n'y a pas un problème de concurrence internationale. C'est un problème. C'est pour ça que nous insistons beaucoup à la CFDT sur le fait qu'il faut bien différencier
les secteurs économiques et les problèmes qu'ils rencontrent. Il peut y avoir un effet coût du travail dans certains secteurs, mais pas dans tous. Il peut y avoir un effet concurrence internationale, mais pas dans tous. Le commerce de détail, par exemple, c'est pas un problème de concurrence internationale, c'est un problème de transformation de la consommation. Donc, en fait, il n'y a pas une réponse simple sur un problème aussi complexe. Merci, Monsieur Talbot pour la CGT, puis Madame Drevon pour Force ouvrière. Bon, ouais. Oui, ça va être un peu compliqué de rentrer dans les détails. Enfin, nous, vraiment, ce qu'on souhaite dire, Sébastien l'a dit, nous, on considère clairement que la politique de l'offre qui consiste grosso modo à mettre la pression sur les salaires, elle est en échec patent. Et il y a quand même un élément qui nous semble très important, c'est que plus on baisse les salaires, plus on baisse le pouvoir d'achat, plus on baisse les moyens de vivre, moins il va être possible de faire vivre dans notre pays une industrie de qualité qui produit des produits de qualité. Et voilà, on a vraiment besoin d'inverser la logique et d'être sur un cercle vertueux qui consiste à favoriser le pouvoir d'achat et les salaires, parce que c'est ça, de notre point de vue, qui permettra de créer les conditions d'avoir une industrie dans ce pays qui produit ce dont on a besoin, de bonnes conditions, à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental. Donc nous, on n'est vraiment pas sur l'idée qu'il y aura un problème de coût du travail. Il y a clairement un problème de coût du capital, et Sébastien l'a dit dans l'intro, il y a un niveau d'aide publique dans ce pays qui est absolument hallucinant, indécent et surtout inefficace. Et c'est de ce côté-là, de notre point de vue, qu'il faut trouver de nouvelles solutions. Merci, Madame Drevon. Alors, j'ai noté ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est l'augmentation d'un salarié au SMIC de 100 € qui coûterait 482 €. Alors, je pense vous avez une vraie problématique de chiffres, parce que les exonérations des cotisations sociales vont jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Donc c'est absolument impossible que c'est un tel coût. On l'a déjà entendu, je peux vous le démontrer, je vous enverrai une note. Enfin, bon, j'ai aucun souci pour pouvoir vous montrer ça assez facilement. Alors, quand vous la concurrence internationale, je rejoins ce que Olivier disait tout à l'heure, il y a des secteurs où il n'y a pas de concurrence internationale. On est sur le bâtiment, les TPE du bâtiment n'ont pas de concurrence internationale. Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, le bâtiment, il souffre du fait qu'il n'y a plus les accompagnements de prêts bonifiés et qu'il n'y a plus les dispositifs Rebiens, etc., qui permettaient aussi de relancer le bâtiment. Donc, dans les solutions, parce qu'on a une minute, hein, donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire sur la relance du bâtiment, et là, c'est de votre ressort. Merci, Madame Drevon. Monsieur Foucard, pour CFE, Alors, CGC. 3 points. Pour s'en sortir, c'est forcément la valeur produit, c'est-à-dire que la qualité du produit. Deuxièmement, vous nous parlez des petits entrepreneurs. 20% sont au SMIC et globalement, ils ne payent pas de cotisation sur la partie patronale. Donc, en fait, ils pleurent alors qu'ils n'ont pas mal et que globalement, à un moment donné, il y a toutes les aides qui ont été données et c'est justement ça qui coûte 80 milliards à la nation. Troisième point sur l'international, ce qui pose problème, c'est au-dessus de 2,5 SMIC. Globalement, c'est 85% des salariés français sont en dessous des 2,5 SMIC. Donc, à un moment donné, on peut faire pleurer. Mais à un moment donné, c'est une politique qui est menée depuis 1993 et 2002 avec les 35 heures. On a voulu compenser le passage de 35 à 39 heures. On a ouvert la boîte de Pandore et maintenant, on ne sait pas comment en sortir. Donc effectivement, on a des gens peu qualifiés qui coûtent une fortune à la nation et qui ne produisent rien. Il faut en changer, sauf qu'à un moment donné, il y a un choc des pratiques à faire. Merci. Monsieur Belouz. Oui, je pense qu'on est toujours un peu sur le débat compétitivité du coût du travail. Je mets entre guillemets coût du travail. Nous, on pense plutôt qu'on doit être sur une compétitivité produit, une compétitivité qualité. On ne va pas revenir sur le rapport Bozio-Wasmer, mais qui est assez édifiant. Sur le fameux coût du travail qui serait trop élevé et ses effets. Les effets sont finalement inverses. On garde des salariés peu rémunérés et du coup on booste pas la croissance parce qu'à un moment quand ils passent un certain cap, alors pas quand ils sont augmentés de 100 €, mais quand ils sont augmentés de manière un peu plus substantielle, là vu qu'on avait des allègements de cotisation, là ça commence à coûter un bras. Ça fait un choc. Donc on est pour un inversement des allègements de cotisation. Et afin d'encourager l'investissement dans la recherche et le développement, notamment pour les PME, nous on estime que le crédit d'impôt recherche pourrait être revu et à enveloppe budgétaire constante.
Merci. Maintenant, je passe au groupe démocrate avec Monsieur Pascal Lecamp. Alors, je vais... Ah oui, c'est ça. Merci, Madame la Présidente. Moi, je vais être assez court. Je n'avais pas vraiment prévu d'être là. Je suis un peu un remplaçant là aujourd'hui, mais j'ai passé ma vie à aider les entreprises à l'étranger. Alors, sur l'aspect international, je connais assez bien les choses. Et je pense que depuis 2017, la série des choses qui s'est enchaînée avec la politique de l'offre, avec les ordonnances pénicaux sur le contrat, les contrats de travail, avec la réduction de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25%. Enfin, tout l'ensemble de cette batterie fait qu'aujourd'hui, et on le voit dans les résultats, la France est considérée en Europe, et j'étais à l'étranger quand j'ai vu les entreprises étrangères partir et s'installer chez nous, comme un pays attractif. Premier pays de destination des IDE depuis 4 ans. Il reste le sujet de la retraite. Et moi, on a besoin des partenaires sociaux. Je suis du groupe démocrate. On les a sans doute pas assez utilisés depuis quelques années. On a besoin des partenaires sociaux pour pouvoir progresser sur les sujets qui sont faibles. Et un des sujets faibles, je l'ai vu de l'étranger, je suis rentré de l'étranger assez récemment pour être député, un des sujets faibles, c'est qu'on a une distorsion de concurrence sur les systèmes de retraite. Et notre système de retraite, regardez partout autour en Europe, en tout cas dans les pays européens développés à notre niveau, c'est parfois 65% comme en Allemagne, mais la plupart du temps, l'âge de référence pour le taux plein, c'est 67 ans. Dans tous les pays scandinaves, c'est 67 ans. Donc l'âge, c'est un sujet qui n'est pas sans doute le sujet prioritaire. Et dans la déclaration, ce que je voulais reprendre de politique générale du nouveau Premier ministre, de François Bayrou, évidemment c'est quelqu'un que je connais peut-être un peu mieux que les autres Premiers ministres, mais il a dit très clairement une fenêtre de tir s'ouvre par rapport à la loi 2023 et aux 63 ans prévus en 2026. Moi, j'aimerais savoir, quand il dit, parce qu'il vous a rencontré, peut-être plus ou moins, plusieurs des partenaires sociaux ont indiqué qu'ils avaient identifié des pistes pour que la réforme soit socialement plus juste et cependant équilibrée, et qu'on sorte de ce dogme du 63-64 de l'âge. Dans les pays scandinaves où j'ai vécu aussi, on voit des systèmes à la carte complet. On part à 50 ans jusqu'à 75. On a moins 20% si on est en dessous de 67. On a plus 20 ou plus 30% si on part à 75 ans. Tout ça, ça peut être des systèmes qui permettent de générer moindres dépenses ou plus de recettes. Moi, j'aimerais savoir, quand il dit ça, vous, tous les partenaires sociaux qui sont là, quelles sont les pistes que vous avez mises sur la table quand vous avez discuté, quand vous les avez rencontrés, puisqu'il dit que la plupart des partenaires sociaux, et c'est pour ça qu'on fait appel à vous aujourd'hui, en maintenant la réforme telle qu'elle est aujourd'hui, ont identifié des pistes pour une réforme socialement plus juste et plus équilibrée. Voilà. Ma question, c'est mettez sur la table du constructif, apporter de l'eau à notre moulin pour qu'on puisse peut-être sortir de la réforme telle qu'elle est aujourd'hui. Merci. Donc, Monsieur Guivers, puis Monsieur Ménespli, puis Madame Drevant. Ça va repartir. Voilà. Monsieur le député, la CFDT ne manquera pas de redire, de rappeler sa manière de concevoir le système des retraites. Je crois que vraiment, c'est une organisation qui le fait depuis longtemps. Mais je voudrais profiter de cette seule minute dont je dispose et du fait qu'il y a une question de l'emploi qui est posée, c'est que j'oserais faire une comparaison en fait entre la question de l'emploi des seniors qui a été évoquée tout à l'heure et la question des retraites. C'est que sur ces deux sujets-là, on peut évidemment faire des comparaisons européennes et des comparaisons internationales, mais comparaison n'est pas raison. Et tous les experts qui se sont exprimés lors des dernières négociations sociales ont bien dit que c'était difficile de pouvoir se comparer parce que tout n'est pas égal par ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ça doit toujours reposer sur du consensus, de l'acceptabilité et de la justice sociale. Et ça vaut aussi pour l'emploi des seniors comme pour les retraites finalement. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un apaisement, nous avons besoin de financer notre protection sociale à l'aune de nos grandes orientations et de nos grands principes dans notre République. Et puis, il y a une notion de justice sociale parce que les personnes ont besoin de s'assurer qu'il y a des mesures justes
qui sont prises. Monsieur Ménaspier. Oui, alors c'est pas le sujet du jour. Du coup, la réaction sur l'intervention du Premier ministre et les retraites, il me semble que l'industrie est un sujet important. Et d'ailleurs, malheureusement, il nous semble, en tout cas à chaud, que dans son allocution, il a peu dit de choses qui viennent en tout cas en cohérence avec ce que l'on porte depuis tout à l'heure sur l'avenir industriel des emplois en France. Bon, mais puisque vous nous interrogez sur les retraites, je vais essayer d'y répondre de manière très honnête, c'est-à-dire que si dans votre question il faut entendre que finalement la réforme 2023 elle n'est pas si mal que ça, bon, je ne partage pas, parce que pour le coup, il me semble qu'on demande depuis un certain nombre de mois, et ça a été le but des mobilisations, d'abroger cette réforme. Et par contre, on est inquiet parce que s'entendre avec les organisations patronales qui aujourd'hui sont plutôt satisfaits de la réforme pour aller vers une nouvelle loi, on y croit peu. Mais bon, je réserve mes propos parce qu'on aura plutôt une communication officielle dans la soirée ou demain sur le sujet. Et puis surtout se dire qu'on n'est pas opposé à une réforme. Mais par contre, d'ailleurs, y compris depuis les mobilisations, chaque organisation syndicale, et on l'a porté d'ailleurs de manière intersyndicale, le sujet de réforme. Merci. Et on a des propositions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y en a une qui me tient à cœur, je voulais quand même la mettre en avant, c'est l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Merci. Madame Drevant. Ouais. Alors, sur les retraites, vous dites, vous avez entendu que les organisations syndicales avaient des projets et des solutions, entre guillemets, mais on les avait déjà avant la réforme, avant que la loi soit votée, mais on ne nous a pas écoutés. Mais on les remettra sur la table. Hein. On a effectivement, j'ai fait partie de la délégation avec mon secrétaire général qui a rencontré le Premier ministre. On lui a fait part de quelques pistes. Il y a l'emploi des seniors. Tout à l'heure, un de vous disait qu'on était le pays où on était l'un des pays avec le taux d'emploi des seniors le plus faible. Je crois qu'on est le pays de l'OCDE avec le taux d'emploi des seniors les plus faibles. Si on augmentait de 10% l'emploi des seniors, on résoudrait déjà une bonne partie du déficit des retraites. Et je pense qu'on a commencé à travailler sur ce dossier avec les ANI qu'on a signés. On est prêt à continuer à travailler sur ce dossier comme sur d'autres, sur ce dossier des retraites. Merci. Monsieur Fougas. Eh bien, écoutez, 3 sujets. Déjà, à un moment donné, pour augmenter, c'est le temps partiel et la retraite ou la retraite progressive opposable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, après 60 ans, qu'on puisse aménager son temps. C'est tous les pays le font dans le Nord. 2, la proposition qu'on a faite, c'est qu'à partir de 62 ans, pour les mères de famille qui ont des trimestres qu'on leur a attribués, que le nombre de trimestres acquis plus le nombre de trimestres entre guillemets donnés par la nation parce qu'elles ont fait des enfants, si elles arrivent à taux plein, puissent partir dès 62 ans, dès le moment où elles ont le taux plein. Troisièmement, je rappelle qu'aujourd'hui, le nombre d'années suffit. Le taux d'attrition, c'est à peu près 8% de moins par an sur votre retraite, entre guillemets, calculée. Et globalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le taux moyen, c'est 63 ans et 8 mois ou 9 mois où les gens prennent la retraite. Merci, Monsieur Belouz. Oui, tout d'abord, monsieur le député, si vous me permettez d'être un peu taquin et encore taquin. Vous avez dit on n'a pas assez utilisé partenaires sociaux. Nous, on ne souhaite pas forcément être utilisés, mais être associés, on veut bien. Sur les retraites, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des propositions qui ont pu être faites, puisqu'elles ont eu lieu au moment où il y aurait dû avoir un débat parlementaire dont acte. Mais je crois qu'il faut qu'à un moment, on sorte de cette schizophrénie à, entre guillemets, vouloir nous faire croire que l'alpha et l'oméga de la résolution de nos problèmes, notamment de dette publique, de financement, résiderait dans l'allongement de la durée de travail, sachant que, comme je l'ai déjà dit, c'était souligné par les amis autour de moi, les seniors sont parmi ceux qui ont le plus de difficultés à trouver un emploi lorsqu'ils se retrouvent au chômage, et ça fait partie des premières populations avec les jeunes non diplômés et non qualifiés à qui on monte la porte de sortie lorsqu'on met en place des plans de licenciement. Donc à un moment, si on est dans une économie qui favorise l'emploi des seniors, peut-être on pourra réellement se poser cette question. Mais si c'est allonger la durée pour finalement que les cotisations retraite soient prises en charge par l'assurance chômage, c'est le serpent qui se mord la queue, très concrètement. Merci.
Merci. Donc, dernier orateur de groupe, Monsieur Charles Aloncle pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux, alors que les esprits se sont échauffés ces derniers jours à propos des retraites, on en parle depuis le début, et que chacun se focalise sur la question de l'âge de départ, il semblerait que l'on se trompe de débat. Le temps n'est plus aux micro-réformes paramétriques, le temps est à une véritable réforme systémique. Il suffit de jeter un coup d'œil à notre système pour se rendre compte qu'il est à bout de souffle. L'espérance de vie augmentant, le rapport cotisant-retraité, lui, se détériore. De 6 pour 1 à la Libération, il est passé à 1,7 pour 1 aujourd'hui et il arrivera à 1,2 pour 1 d'ici une quinzaine d'années. Et en 2070, c'est-à-dire demain, le Conseil d'orientation des retraites nous prévient, une poignée d'actifs devra payer pour une masse de retraités qui, en plus, sera bien plus pauvre que nos retraités actuels. Nous sommes donc assis sur une pyramide de Ponzi. Le système par répartition où une génération cotisant pour une autre ne garantit pas elle-même ses propres pensions. Car aujourd'hui, les jeunes actifs qui cotisent se demandent bien s'ils ne le font pas à perte. Pourront-ils bénéficier demain d'une retraite décente ? Alors la solution à cette équation, ce n'est pas la retraite à points qui nous l'apportera. C'est une solution autrement plus efficace que nous prônons à l'UDR. Vous me voyez venir, c'est un mélange avec l'introduction de systèmes de capitalisation. La capitalisation, c'est un système juste. Chaque génération cotise pour sa propre retraite. La capitalisation, c'est un système optimal. Il permet en effet un meilleur taux de remplacement pour de moindres cotisations. Il suffit d'ailleurs de regarder le système mixte de nos voisins danois qui ne payent que 13% de cotisations, soit 2 fois moins qu'en France, pour un taux de remplacement de 77%, soit évidemment bien meilleur qu'ici en France. La capitalisation, c'est aussi un système sûr et fiable. Il suffit de regarder l'évolution des marchés depuis les années 60 pour constater que même en prenant les 43 pires annuités, eh bien, on se retrouve, dans le pire des cas, avec un capital multiplié par 2,5. Et à ceux qui plaident l'impossibilité, la capitalisation, eh bien, nous l'expérimentons déjà en France. C'est le cas depuis 2005, avec la retraite additionnelle de la fonction publique, dont les placements ont rapporté 4,2% par an en moyenne depuis sa création. Alors pourtant, malgré les faits, il semblerait que la gauche ait voué aux gémonies la capitalisation pour d'obscures raisons, trahissant Jaurès au début du siècle, qui lucidement déplorait ceux qui se font un monstre de la capitalisation et commettent une erreur étrange. Et pourtant aujourd'hui, selon un sondage Ipsos, ce sont 78% des Français qui soutiennent ce système. Monsieur. Alors ma question sera simple, parmi vous, lequel d'entre vous sera favorable à l'introduction de ce système ? Merci à vous. Qui souhaite répondre ? C'est comme vous le souhaitez. Monsieur Foucault, vous voulez commencer ? Globalement, je rappelle qu'avant 1945, les gens n'étaient pas pour la répartition, c'était que pour la capitalisation, mais il s'est passé quelque chose entre 1939 et 1945, il n'y avait plus d'usine, il n'y avait plus rien, et à un moment donné, pour payer les retraites, on a mis la répartition. Aujourd'hui, éventuellement, peut-être que le rendement sera meilleur en capitalisation, mais c'est toujours conjoncturel, ce genre de choses. Si demain il y a une guerre, pas sûr que la capitalisation soit meilleure. À un moment donné, il faut se rendre compte de la globalité de l'économie, et globalement, la grande différence entre capitalisation et puis répartition, il y a une dimension de solidarité où on met le critère de solidarité les uns par rapport aux autres et quel est le niveau. Après, globalement, là, je vais vous provoquer la GER-Carco pour pouvoir garder l'argent et globalement, ils les placent l'argent, donc on peut dire qu'ils font de la capitalisation puisqu'il y a 90 milliards qui sont en caisse. Mais à un moment donné, quel est le but? Est-ce que c'est l'individualisation ou la question de commun? Merci. Monsieur Belouz. Oui, monsieur le député, vous avez posé la question tout en connaissant nos réponses, je suppose, et bien évidemment. Ça dépend le modèle social qu'on défend. Nous, le système de retraite par capitalisation n'est pas, on va dire, dans
dans le schéma tel que la CFTC conçoit notre société. On fonctionne sur un modèle de protection sociale qui a fait ses preuves, qui est parfois mis à mal, mais on l'a vu encore dernièrement avec la crise Covid, qui sert d'amortisseur social lorsqu'on en a besoin et qui est là. Donc on souhaite le conserver. Il y a certainement des améliorations, des modifications à apporter. On ne dit pas le contraire. Mais par ailleurs, moi je dirais, allez Banco, si on va sur la capitalisation, est-ce que la situation économique de notre pays sur la question qui nous réunit aujourd'hui serait vraiment différente? Je ne suis pas certain. Merci. Madame Drevon. Ouais, rapidement. Vous parlez de fonds de pension, vous parlez de retraite par capitalisation, je parlais de fonds de pension. Vous avez parlé de certains pays où vous avez du coup un taux de remplacement qui est meilleur. Je vais vous donner un contre-exemple. Dans certains pays, au moment de la crise financière, la dernière, il y a des retraités qui sont restés sans retraite pendant plusieurs mois parce que justement, les fonds de pension s'étaient complètement effondrés et les fonds de pension, ils servent juste à boursicoter chez les pauvres salariés et à contribuer au plan de licenciement. Merci. C'est bon. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une série de questions individuelles des députés qui doivent tenir en 1 minute, s'il vous plaît. Donc, chacun, oui, ça a toujours été comme ça. Hein, donc, je ne fais que reproduire le schéma de d'habitude. Donc, j'ai d'abord Monsieur René Pilato. Merci Madame la Présidente. Vous disiez au départ qu'on n'avait pas de vision, enfin la France n'avait pas de vision, je vous rejoins, nous sommes d'accord. 300 millions d'emplois sont menacés par l'intelligence artificielle. Une étude du Forum économique mondial révèle que 41% des entreprises prévoient d'utiliser l'intelligence artificielle pour réduire leur effectif d'ici 5 ans. Selon le rapport de BPI France sorti ce mois-ci, 31% des TPE-PME utilisent l'IA générative en hausse de 16 points sur un an. Dans une enquête menée par France Travail auprès de 3000 entreprises en France métropolitaine en mai 2023, 4 entreprises sur 10 déclarent avoir déjà réduit leur coût de main-d'œuvre. Tout ça grâce à l'IA, 52% dans le transport et 50% dans l'industrie. Avez-vous des chiffres plus précis sur la perte d'emplois salariés avec l'arrivée de l'IA ? Avez-vous un avis sur les secteurs les plus impactés par l'IA? Merci. Merci. Ensuite, Monsieur Laurent Alexandre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les responsables syndicaux, une des dernières fonderies de France a fermé en 2022 malgré la lutte de ses 333 salariés. C'était la SAM à Viviers dans l'Aveyron. Son principal client, Renault, a organisé la délocalisation de son activité avec la complicité des gouvernements Macron. Fonderie de Bretagne subit aujourd'hui exactement le même sort. La Bosch à Rodez est menacée. La réorientation promise d'une partie de son activité vers l'hydrogène est impossible selon sa direction par manque de débouchés. Nous attendons toujours la venue du ministre de l'Industrie qui s'y était engagé. La politique de chèque en blanc d'argent public aux grandes entreprises est un échec. Les plans de licenciement et drames sociaux se multiplient. Nous proposons au contraire de conditionner l'aide publique au maintien de l'activité de l'emploi en France et de planifier notre production industrielle. J'avais fait voter un amendement au programme de France 2030 en ce sens en 2023, balayé par un énième 49.3. Que pensez-vous de ces propositions? Merci. Ensuite, j'ai Monsieur Mathias Tavel. Merci Madame la Présidente, merci pour vos réponses tout à l'heure. Une question un peu plus précise et qui dépasse le champ de notre commission. Il y a eu en 2023 759 personnes mortes par accident du travail ou malaise sur leur lieu de travail, ce qui place notre pays à la triste place de record d'Europe de pays où l'on meurt le plus du travail et au travail. C'est plus de 2 personnes par jour. On est déjà à plus d'une dizaine en ce début d'année 2025 et force est de constater que nous sommes souvent en présence d'un silence assourdissant, considérant l'accident du travail, la mort au travail, comme un simple fait divers et non comme un phénomène de société qui puise ses causes dans le rapport au travail et dans le rapport de force au travail entre le salarié et son employeur. Quelles sont les propositions que vous portez sur ce sujet-là pour que notre pays atteigne un jour l'objectif de 0 mort au travail?
Merci. Et puis pour dernière intervention, Monsieur Maxime Lenné, en tout cas que j'ai noté. Voilà. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. Moi je voudrais revenir sur le sujet du prix de l'énergie et de l'électricité en particulier, qui est un enjeu majeur et pour la réindustrialisation et pour la décarbonation, les deux étant liés évidemment. En tant que rapporteur pour cette commission des crédits énergie du budget Barnier, j'ai pu auditionner notamment l'Uniden et le CLE, qui m'ont bien dit que eux ils avaient besoin de prévisibilité et de tarifs compétitifs, et que dans l'industrie en fait on ne pouvait pas compter sur le marché pour payer ses factures d'électricité. Ils étaient également très critiques de l'accord entre l'État et EDF. D'un côté, les fameux contrats d'allocation de production nucléaire qui ont trouvé que 6 lettres d'intention, mais en fait aucun contrat signé pour l'instant, et le mécanisme post-ARENH qui était prévu dans le budget Barnier. Ils en étaient très critiques, comme je l'étais moi aussi, parce que finalement tout le monde reste exposé au phénomène de marché. Alors avec mes collègues, on travaille sur une proposition pour que l'ensemble des usagers français, donc les entreprises, mais l'ensemble des usagers payent l'électricité au coût de production du système électrique français, sans renoncer aux échanges avec nos voisins. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Ménesplier s'est déjà exprimé, mais les autres peut-être. Merci. Est-ce qu'il y a des dernières interventions de députés? Sinon, je passe Madame Mathilde Digné. Oui, merci Madame la Présidente. 2025, on l'a vu, on va le voir, sera une année difficile pour l'emploi en France. Je voulais vous poser la question face à ces plans de licenciement massifs, face à ces situations difficiles. Est-ce que pour vous, la reprise d'entreprises par les salariés fait partie des solutions qui vous semblent pertinentes? La reprise en scope, par exemple, qui peut permettre de sauver les entreprises en difficulté. On l'a vu l'été dernier avec la reprise en scope de Duralex, par exemple. Merci. Avant de vous passer la parole, donc j'en profite pour dire tout de même que c'était un choix, un véritable choix de vous auditionner, parce que d'habitude, c'est vrai, vous êtes plus habitué, je pense, à être auditionné en commission des affaires sociales. Mais donc, si on a souhaité aussi vous auditionner en commission des affaires économiques, c'est parce que il y a aussi que les représentants syndicaux ont leur mot à dire sur ce qui concerne la commission des affaires économiques. Là, on n'est pas en commission des affaires sociales. C'est-à-dire à la fois les activités productives du pays, les orientations industrielle, la question aussi de l'emploi et de la façon dont dont la macroéconomie favorise l'emploi, c'est-à-dire la question de la demande populaire, politique de l'offre, politique de la demande. Donc toutes ces questions qui traversent évidemment la commission des affaires économiques, la question de la planification, évidemment, qui est une grande question qu'on se pose fréquemment. Donc on a souhaité à la fois vous auditionner et auditionner dans 2 semaines, ce sera le 29 janvier à 15h, les principales organisations patronales. Voilà, parce que nous pensons que dans ce moment précis où nous avons tout de même, nous sommes, disons, à un moment peut-être charnière, en tout cas un moment très difficile, en matière notamment de plan de licenciement, ça a été dit, mais aussi d'accélération, en tout cas disons d'un certain nombre de difficultés économiques. Voilà, ça nous semble important que ces représentants de salariés puissent avoir leur mot à dire. Je ne l'ai pas dit en introduction, je rappelle quand même qu'à vous 5, vous représentez plus de 2 millions d'adhérents. Et je crois que c'est important à dire, et que donc évidemment, au-delà du fait que les représentants syndicaux, évidemment, sont des partenaires sociaux indispensables et essentiels dans le pays, vous représentez aussi un nombre d'adhérents très significatif. Voilà, je vous passe maintenant la parole, peut-être pour répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées, mais voilà, pour vous montrer aussi que c'est des questions qui nous concernent, l'intelligence artificielle, comme ça vient d'être dit, les prix de l'énergie, ou bien encore la question de la reprise des entreprises par les salariés. Je dis ça pour dire qu'il n'y a pas que la commission des affaires sociales qui, évidemment, ont besoin aussi du point de vue des représentants syndicaux. Monsieur Guivert, je place CFDT. Oui, merci pour l'ensemble de vos questions. Je vais essayer de répondre à la plupart des sujets que vous avez évoqués. Pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, en fait, ce que nous souhaitons, c'est qu'on considère l'arrivée de l'intelligence artificielle comme toutes les autres technologies qui nous sont parvenues. À chaque fois, il faut se poser la question de l'impact sur l'emploi avec un partage de l'information.
En fait, c'est ça aussi qui doit évoluer en termes culturels dans notre pays, c'est-à-dire qu'il faut partager l'information dans l'entreprise et au niveau des branches. C'est arrivé trop souvent que dans les branches et dans les entreprises, on ne puisse pas partager et anticiper les transformations. On l'a vu dans beaucoup de secteurs. Si vous voulez des exemples, l'arrivée des caisses automatiques dans la grande distribution, mais l'arrivée aussi de l'informatique dans les années 80. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on subit en fait des transformations, alors qu'on aurait pu les anticiper et partager l'information avec les représentants du personnel et faire en sorte que tout soit lié. C'est-à-dire, si on anticipe sur l'emploi, on peut anticiper sur la formation et on peut anticiper sur la reconversion. Donc là on trouve les liens qu'on peut faire entre tous les sujets. Et puis, il y a aussi un impact de l'intelligence artificielle sur le travail. Merci. Ah oui, c'était 1 minute pour l'ensemble des questions. Désolée. Bon, on peut peut-être prendre 2 minutes parce que c'est vrai que c'est la dernière série d'interventions. Alors, très vite, conséquences sur le travail, on en parlera prochainement. Aussi un problème éthique. Et le problème éthique de l'intelligence artificielle, il faut aussi en discuter avec les représentants de salariés. La conditionnalité des aides, nous sommes pour, c'est nécessaire. Et ça fait un lien aussi avec le prix d'électricité. C'est-à-dire que s'il doit y avoir des aides, il faut regarder l'effet sur l'emploi et les engagements des employeurs. Reprise d'entreprise en scope, nous sommes tout à fait favorables. Il faut voir dans quelles conditions et voir aussi, justement, s'il y a des aides à ce moment-là, ce serait tout à fait favorable. Et puis, la CFDT demande une grande COP travail et au moins une très grande concertation sur le travail, notamment pour aborder les questions de mort au travail, mais plus largement du sens du travail et de la transformation du travail aujourd'hui. Je vous remercie. Donc, je vais laisser 2-3 minutes chacun, effectivement, voilà, pour répondre à l'ensemble des questions. Monsieur Talbot. Répondre sur tout. D'abord, Madame la Présidente, on voulait vraiment saluer votre initiative en soulignant que la CGT elle est très attachée à un principe qui est celui de l'indépendance des organisations syndicales et de la liberté laissée aux travailleuses et aux travailleurs de s'organiser comme ils le souhaitent et de se doter des organisations traitant l'ensemble des questions que les travailleuses et travailleurs souhaitent traiter, avec y compris une vision politique que la CGT revendique pleinement et sur laquelle elle continuera de se battre bec et ongles, comme elle l'a fait tout au long de son histoire, contre l'ensemble des forces réactionnaires. Ça, c'était la petite incise de départ à laquelle nous tenions. Sur la question de l'intelligence artificielle, on n'a pas spécialement préparé avec mon camarade. On vous fera passer les travaux de notre Union générale des ingénieurs cadres techniciens que vous pourrez donner aux membres de l'instant. Sur la question du contrôle des aides publiques et l'importance de la planification, nous nous sommes déjà prononcés. Sur la question des morts au travail, très importante, il y a un exemple très intéressant qui est donc celui des chantiers JO qui ont démontré qu'on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de mort au travail. Mais ça suppose d'y mettre des conditions. La première, c'est une forte présence des contrôleuses et contrôleurs du travail. Et là-dessus, il y aurait beaucoup à dire et beaucoup à faire. Il faut des instances fortes de représentation des personnels et de prévention. Donc c'est la raison pour laquelle, je le redis à nouveau, il est très important de rétablir des CHSCT renforcés dans ce pays. C'est une des conditions pour réduire le nombre de morts au travail. Et il y a par ailleurs un autre sujet très important là-dessus qui est celui des sous-traitants. La sous-traitance en cascade de la sous-traitance, c'est un des facteurs très importants qui conduit aux morts au travail, raison pour laquelle on en profite pour dire que les propositions de nos camarades de GMS sur la question de la relation donneur-d'ordre sous-traitant est vraiment un dossier auquel on incite la représentation nationale à se pencher. Tout dernier point, c'est sur les scopes et ça fera le lien, y compris avec les projets portés par les salariés. Les projets portés par les salariés peuvent prendre la forme de scope ou pas. Il y a un projet très intéressant dans la période qui est celui de la Chapelle d'Arblay, qui est porté depuis plusieurs années à la fois par les représentants des salariés et par les forces politiques en Seine-Maritime. Voilà, il y a vraiment besoin d'aider les salariés à porter leurs projets. Encore une fois, ça peut prendre la forme des scopes et y compris là-dessus, la Confédération Générale des Scopes a fait des propositions très intéressantes, mais effectivement, on considère que ça fait partie de l'éventail des solutions à apporter à la question de la désindustrialisation. Voilà, je m'en arrête là pour ne pas manger trop de temps de parole. Merci à vous, Monsieur Talbot. Pour Force ouvrière, Madame Drevon. Ok, merci. Alors,
Sur l'intelligence artificielle, alors, je ne suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle. On a travaillé sur ces dossiers, on a sorti des documents et notre positionnement, etc. Donc, bon, je pourrais, si on échange, vous envoyer avec plaisir nos travaux et nos analyses. On se bat également, parce qu'on en a parlé hier justement dans nos instants, donc on se bat aussi au niveau européen pour que des directives traitant ce sujet et encadrant l'utilisation de l'intelligence artificielle voient le jour. Donc on est au niveau de notre secteur international à la Confédération Force ouvrière très acteurs sur ce dossier-là également. Sur les morts au travail, les accidents du travail, ce que vous avez développé tout à l'heure. Donc il y a un ANI qui a été signé il y a déjà plusieurs mois en arrière sur les accidents du travail, maladies professionnelles. Il y avait un plan, il y a un plan prévention dans cette ANI qui n'a pas encore été développé complètement. Et il n'a pas été développé complètement parce qu'il y avait aussi des choses dans le PLSS qui devaient du coup être soumis au vote. Alors, on va dire ça, parce qu'il faut employer les bons mots, parce que je ne voudrais pas qu'on croie que je soutenais quoi que ce soit. Cette partie-là, en tout cas, nous intéressait, puisqu'elle reprenait les éléments de l'ANI sur lesquels on avait eu du mal à se mettre d'accord avec la partie patronale sur la retranscription, et on était arrivé là. Donc ça a amené du plus. Bon, ça reviendra, puisqu'on va y veiller. En tout cas, le mot d'ordre, c'est avant tout la prévention, et c'est un peu ce qui nous manque souvent sur le marché du travail français. Sur le prix de l'énergie, le prix de l'énergie, alors nous on défend le nucléaire clairement, donc la filière nucléaire, parce qu'on considère que c'est aussi une souveraineté. Mais par contre, c'est une vraie problématique, c'est le prix, puisque chaque fois qu'on rencontre les entreprises et qu'elles nous font part des difficultés qu'elles ont, on retrouve la problématique de l'énergie, donc il va bien falloir trouver des solutions pour accompagner les entreprises et du coup soutenir l'emploi sur la problématique du prix de l'énergie. Sur les solutions des scopes, etc. Ça peut être une solution, les scopes. La scope Duralex, nous, on l'a beaucoup porté. Au niveau du ministère, on a accompagné les salariés dans la création de la scope. On a été vraiment très acteurs sur ce dossier chez Duralex, donc c'est un dossier qu'on connaît bien. Il peut se reproduire ailleurs. Après, quand il n'y a pas de carnet de commandes, quand l'entreprise est en difficulté, une scope ne résout rien. Une scope peut, quand il y a des difficultés de management, quand il y a des choix stratégiques qui n'ont pas été les bons et qu'on a une espérance de pérennité de l'entreprise, oui, pourquoi pas une scope. Si les salariés sont prêts à saisir de leur avenir, nous, on les accompagne toujours dans ces solutions. Merci. Monsieur Foucard. Pour l'IA, on va faire simple, c'est tous les emplois dont la gestion ou le process est numérisable. Donc tout ce qui est en gros bureautique et tout ce qui gère les règles vont être les principaux emplois touchés à très très court terme. Sur les accidents du travail, on a beaucoup de normes, mais on a très peu de contrôle. Il faut augmenter de façon drastique le nombre des inspecteurs du travail. Ça fait des décennies qu'on n'arrête pas de les baisser. Il faut réinvestir ce champ pour être en capacité de le faire. Et deuxièmement, d'avoir des pénalités pour les gens qui font énormément de... Enfin, entre guillemets, qui respectent absolument pas les règles, pour pouvoir le faire. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'accidents du travail, souvent sur des intérimaires ou sur des personnes de la sous-traitance qui ne sont pas formées. Et à un moment donné, il y a des questions d'habilitation. Sur l'énergie, le plus possible avec le niveau du coût français. Je rappelle quand même qu'on achète de temps en temps de l'énergie, donc à un moment donné il faut moduler, ça peut pas être que le coût du... Mais bon, ça paraîtrait normal, sachant que le coût est en marginal par rapport aux dernières choses quand on l'achète au niveau européen. Après, quelle est la péréquation? Ça devrait être la majeure. Ça a été dit par d'autres, la reprise par les salariés, par des scopes ou autres, en fait, il faut la favoriser quand ça a du sens, c'est un éventail possible. Une des choses, quand on estime que c'est possible, il faudrait quand même faciliter les prêts, puisqu'à un moment donné, c'est déjà assez compliqué d'être en capacité de dire j'ai une vision, ainsi de suite, et globalement, les gens n'ont pas forcément l'argent, même s'ils se cotisent, pour être en capacité d'avoir un fonds de roulement, puisque toute entreprise, c'est le BFR qui va à un moment donné être en capacité de permettre de faire, s'ils ont une vision, c'est sur ce sujet-là. Donc bien sûr, il faut les accompagner, mais comme ça a été dit par Patricia, si c'est qu'il y a un problème conjoncturel et non pas structurel, quand il n'y a plus de marché, il n'y a plus de marché. Voilà. Merci. Monsieur Belouz, vous souhaitez répondre? Même. Déjà, Madame la Présidente, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie l'ensemble de Mesdames, Messieurs les députés qui ont pris le temps de venir échanger avec nous. Et j'espère
de retenir nos réponses surtout. Et sur l'IA, nous on pense qu'on n'est qu'au début. On n'est qu'au début et pour nous, alors peut-être qu'on se trompe et dans ce cas-là tant mieux, mais on est un peu à la même charnière que la charnière de la révolution industrielle. Les métiers les plus impactés vont être les métiers les moins qualifiés. Beaucoup des métiers de réponse, enfin, on le voit en tout cas à l'heure actuelle, dans le service, relations. Donc, pour nous, une des clés, parce que dire qu'on a la clé absolue, on l'a pas, mais ça passe par la formation, la montée en gamme et la compréhension de tout ce que ça peut embarquer. Sur les accidents du travail, alors ça a déjà été évoqué, mais c'est quand même important de le rappeler. Remise en place des CHSCT avec un vrai pouvoir et pas simplement un rôle consultatif comme l'ensemble des instances représentatives du personnel. Plus de la même manière un rôle accru et plus de moyens pour la branche AT-MP, les CARSAT, que ça soit en contrôle, mais ça a été aussi évoqué en prévention. Parce que c'est bien de taper sur les doigts des entreprises ou des employeurs qui feraient pas bien le job, mais il y a des morts. Quand on tape sur les doigts, c'est qu'il y a déjà eu des morts. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y en ait pas, tout simplement. Souvent, les problématiques AT relèvent aussi de problématiques travail dissimulé. Et donc là aussi, pouvoir mettre en place plus de moyens, plus de contrôle et peut-être à un moment aussi plus de sanctions. Parce que là, la prévention, elle ne va pas servir à grand-chose, malheureusement, sur le travail dissimulé. Sur les scopes ou autres types de modalités de reprise d'activité économique. Et évidemment, il faut qu'il y ait le terreau pour. Il y a un certain nombre de cas où on est un peu sur des vides un peu législatifs, vides juridiques, et que ce soit les partenaires sociaux comme les représentants de la nation, notamment à l'Assemblée nationale, il y a un travail d'encadrement législatif et juridique à faire sur les possibilités A. Sur le coût de l'énergie, moi je pense que, alors là-dessus je ne suis pas forcément le plus spécialiste, mais je pense qu'on touche pour le coup vraiment à la question de la souveraineté nationale sur cette question-là. La France a les moyens, nous on estime qu'elle a les moyens quand même de faire face, en tout cas en grande partie à ses besoins. Donc voilà, on appelle nos responsables politiques à pouvoir redynamiser cette filière-là. Merci. Merci à vous. Bien, nous arrivons à l'issue de cette audition et donc je vous... Non, c'est pas possible de reprendre la parole comme nous le faisons d'habitude. Hein, c'est une prise de parole par député. En tout cas, nous vous remercions beaucoup et je remercie évidemment mes collègues parlementaires d'avoir participé à cette audition. Je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. C'est important pour nous. Je crois aussi que nous retenons un certain nombre de propositions que vous mettez en avant et nous entendrons aussi tous les parlementaires, celles des organisations patronales, mais je crois que si vous le partagez, des propositions qui rejoignent la question de l'augmentation du pouvoir des salariés dans les entreprises, la question aussi de la planification de la production qui nous concerne directement, hein. C'est des débats que nous avons extrêmement fréquemment dans notre commission, la question des aides publiques aux entreprises et de leur conditionnalité, la question aussi des relations et de la régulation des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants, d'accord, ou entre maisons mères et filiales d'ailleurs. Parce que c'est encore un autre schéma, mais par exemple, ça concerne Auchan que nous allons auditionner la semaine prochaine avec la famille Muliez. La question évidemment de la régulation des prix de l'énergie, et vous avez aussi vous des positions et qui là aussi concernent notre commission directement. Et puis la question qui concerne notre commission, du moins, même si elle est traitée en particulier dans la commission des affaires européennes, mais nous en discutons aussi, ça arrive en commission des affaires économiques quand il y a des propositions de résolution là-dessus, la question de la protection commerciale, de la protection face à la concurrence déloyale, qui nous concerne là aussi directement en tant que parlementaire de la commission des affaires économiques, puisque ce sont vraiment les questions qui sont au cœur de notre commission. Voilà, je finis en disant en tout cas que
il me semble, je crois que nous partageons tous, que c'était important de vous entendre aujourd'hui en audition. Je remercie aussi et à nouveau les collègues parlementaires avec, vous le savez, un ordre du jour aujourd'hui qui a été particulièrement chargé pour nous aussi, pour vous aussi, j'imagine, puisqu'évidemment tout ce qui a été, j'imagine que la DPG, le discours de politique générale du Premier ministre aujourd'hui vous concernez tout autant que nous. Voilà, merci à vous et puis j'imagine que nous nous reverrons dans d'autres conditions également. Au revoir. Ah bah ouais.